Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette visioconférence sur l'accessibilité des formations au public en situation de handicap et les dispositifs proposés par la GFIP Occitanie. Vous êtes aujourd'hui assez nombreux pour cette animation car vous vous sentez concernés par la thématique du handicap et de l'accessibilité dans votre centre de formation. La séance d'aujourd'hui permettra aux participants d'appréhender le contexte réglementaire en matière d'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap, mais aussi de se renseigner sur les dispositifs de compensation et de formation mis en place par la GFIP Occitanie. Alors, comme d'habitude, l'enregistrement, comme d'habitude pour les visioconférences à qualité, l'enregistrement sera disponible par la suite directement sur la page référent handicap de notre site internet. Je me présente Virginie Audin, chargée de mission animation et professionnalisation, notamment sur le volet qualité et handicap. Une minute sur les missions du CARIFOREF Occitanie afin que vous puissiez bien identifier comment nos travaux peuvent vous être bénéfiques. Vous commencez à nous connaître, et ça fait toujours du bien. En tant que centre d'animation, de ressources et d'information dans le champ de la formation professionnelle et de l'emploi en région, nous intervenons en appui des politiques emploi-formation de l'État, de la région, des partenaires sociaux. Nous avons également un observatoire régional, un observatoire sur le handicap notamment. Vous verrez que certaines publications et certains outils peuvent vous être très utiles à vous, organismes de formation. Alors, donc en 3 mots, le CARIFOREF, c'est observation, information, professionnalisation. Pour la partie professionnalisation, nous sommes en plein dedans. C'est un programme qui touche de nombreux sujets et je vous invite à consulter régulièrement ce programme qui peut évoluer en cours d'année. Alors, on va prendre le temps de regarder rapidement les animations sur la thématique qualité. On est vraiment ciblé sur la qualité. Le programme est plus large que celui-là. Donc, il s'est déroulé une animation sur Calliope, et en particulier l'audit de surveillance qui est disponible en replay. Notre sujet du jour, l'accessibilité des formations. Ensuite, on aura deux sujets vraiment d'actualité sur lesquels on prendra le temps avec des intervenants. Donc, concevoir un outil de positionnement permettant de répondre à la démarche qualité, ça, ce sera le mardi 9 mai, tout prochainement. Et plus tard, en septembre, l'engagement des organismes de formation dans une démarche RSE pour faciliter la transition sociétale. Je vous mets également les 3 visioconférences concernant Certif Région pour ceux qui seraient intéressés. Vous avez accès au replay de la présentation du label mise à jour en ce début d'année. Et puis, pour ceux qui veulent creuser le sujet, audit de renouvellement et surveillance et référentiel V6, ça ce sera aussi plus tard en septembre. Tous les textes soulignés sont cliquables, que ce soit sur cette slide ou sur les autres, dans la version PDF qui sera disponible sur les sites internet et envoyée par mail en pièce jointe. Alors, merci de me dire que le son est bon de votre côté. J'ai une personne qui dit on ne vous Oui. entend plus. Il semblerait que c'est bon. Oui, Alors, je ne prends pas plus de temps si on est bon avant de donner la parole à nos intervenantes du jour. Donc, Valérie Delbray, chargée d'études et développement à la délégation régionale Occitanie de la GFIP. Et Nathalie Bail, conseillère ressources handicap formation pour la région Occitanie. Voilà, je vous laisse prendre la main, partager votre document. On aura des temps de questions-réponses au fur et à mesure. Tous les participants, merci de mettre votre question sur le chat. Alors, si vous avez des difficultés de son, n'hésitez pas à fermer toutes vos autres fenêtres, vos autres applications sur votre ordinateur et à couper votre caméra. Ça peut être le flux de votre côté. Alors, je vous reprends en visuel. Je ne vous vois plus. Voilà. Vous voulez partager, Valérie? Oui. Il faut que vous arrêtiez le partage, peut-être. Non, non. Non, non, vous Ah êtes non. Ok, co-organisatrice. Vous d'accord. pouvez y aller. Ça En tout marche. cas, il a sauté le partage là. Donc, Parfait. voilà. Donc, j'invite les quelques participants qui ont la caméra, vous pouvez la couper. Ça s'améliore le flux pour tout le monde. Toutes les questions par le chat. Alors, est-ce que vous voyez bien au niveau du partage? Moi, je oui. vois bien de mon côté. Eh bien, c'est parti. Alors peut-être nous présenter au-delà de cette présentation de Virginie. Merci Virginie. Donc Nathalie, vous voulez peut-être commencer parce que nous sommes toutes les deux conseillères RHF, puisque nous travaillons toutes les deux sur la ressource handicap formation.
plus spécifiquement, puisque moi je suis RHF à GFIP. Donc, il faut savoir que la ressource handicap formation est copilotée par la région Occitanie, la DRETS Occitanie, le FIPHFP, qui est le pendant de la GFIP pour le secteur public, et la direction régionale de Pôle emploi et l'association régionale des missions locales avec le sigle ARML. Voilà. Donc la ressource handicap formation, il faut savoir que c'est une entité copilotée avec nos partenaires. Vous le verrez parce que vous allez revoir un petit peu les différents logos de la ressource handicap formation. Donc effectivement, moi je suis chargée d'études et développement à la GFIP Occitanie et principalement sur le sujet de la ressource handicap formation et sur le sujet aussi de l'accessibilité. Et Nathalie, je vous laisse vous présenter, mais tout le monde vous connaît. Non, non, c'est pas sûr. Je regarde, je suis pas sûre de connaître tout le monde. Donc, bonjour à tout le monde. Donc, moi, je suis Nathalie Bail et donc j'interviens dans le cadre, donc je suis conseillère RHF. Donc, j'interviens en tant que prestataire, donc mandatée par la GFI pour intervenir dans le cadre de la mise en œuvre donc, de ce service RHF sur l'ensemble de la région Occitanie. Avec alors une intervention en particulier pour accompagner les organismes dans le cadre de l'accessibilité, dont on va vous parler aujourd'hui, mais également les deux autres volets de la RHF, que sont l'accompagnement aussi des organismes dans le cadre de la compensation des situations de handicap. On va aussi un peu l'aborder là parce qu'on va voir comment ces deux notions sont quand même très, très complémentaires. Et aussi dans le cadre de la professionnalisation des référents handicap de la région Occitanie, avec des interventions aussi bien dans le cadre de formation, une formation socle, et d'animation sous forme d'ateliers pratiques. Mais Valérie en reparlera tout à l'heure en reparlant de l'offre de service. Voilà. Alors, ce qu'on vous propose au démarrage, en préambule, c'est peut-être d'échanger sur la notion d'accessibilité, justement. Voilà. Alors, la notion d'accessibilité, comme le disait Nathalie, entre compensation et accessibilité, on n'est pas sur les mêmes sujets, même si c'est très complémentaire, comme elle l'a précisé. D'abord, je voudrais vous présenter quelques chiffres, parce que on a souvent des idées reçues sur le handicap, notamment sur, quand on dit handicap, souvent apparaît le fauteuil roulant, l'image du fauteuil roulant. Eh ben, c'est peut-être une idée très reçue, c'est que tout le monde n'est pas en fauteuil roulant, ça vous le savez déjà, mais en tous les cas, ça représente que 5% des personnes en situation de handicap. Voilà. On est là, ici, sur ce chiffre-là. Les personnes qui sont en fauteuil roulant. Donc, alors, bien sûr, on utilise souvent ce logo. Voilà. Il faudrait peut-être l'abolir d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que ce type de handicap, puisque 80% des situations de handicap sont du handicap invisible. Donc, vous voyez, sur les préjugés, 5%, 80%. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a 85% des handicaps qui surviennent à l'âge adulte. Alors, considérez l'âge adulte des personnes qui sont âgées de plus de 16 ans. Et on a 15% des embauches qui nécessitent un aménagement de poste. Donc, vous voyez, c'est important sur la notion de l'accessibilité et la notion de la compensation, c'est que les adaptations, la compensation, ce qu'on appelle la compensation du handicap, tant à travers l'embauche qu'à travers le handicap invisible, va être important à traiter dans les deux sujets. Aujourd'hui, on se centre sur l'accessibilité, mais on viendra malgré tout sur la notion de la compensation, puisque c'est traité dans l'accessibilité. Comme on disait, c'est intimement lié. L'accessibilité, la compensation nourrit l'accessibilité et inversement. Voilà, c'est quelques chiffres pour lutter contre les idées reçues. Il y en a d'autres qui sont assez percutants aussi, mais bon, à vous de les découvrir sur le site de la GFIP. Alors, si on parle du handicap, le handicap, il survient quand une personne dont certaines de ses capacités sont altérées et qui se trouve dans un environnement inadapté et qui limite ses activités, bien entendu. Alors, quand on parle de la compensation du handicap,
On est dans un droit individuel à la compensation. C'est-à-dire qu'on va amener des adaptations parce que l'environnement est inadapté, parce que la personne est limitée dans ses activités. Et là intervient la GFIP, puisque qui dit compensation nécessite parfois des aménagements qui ont un coût. Et c'est là où interviennent les aides de la GFIP. Voilà pour la compensation. Donc la compensation, un droit individuel attaché à la personne. Quand on parle de l'accessibilité, là on est effectivement dans une notion et on est dans un devoir sociétal. Donc vous voyez là, on élève le débat et on est sur une appréhension et une logique un peu plus systémique, un peu plus globale. L'accessibilité, la compensation, vous voyez, attaché à la personne, attaché à un devoir sociétal. Alors quand je parle de devoir sociétal, on est effectivement, on n'a pas une politique de compensation, mais par contre on a une politique d'accessibilité au sein d'un organisme de formation. On verra après, puisque cette notion de politique intègre d'autres politiques, puisque l'accessibilité, c'est un devoir de l'organisme de formation, mais l'organisme de formation est aussi une entreprise. Donc ce devoir sociétal et cette politique accessibilité entrent dans une politique handicap qui émane de la RSE, la responsabilité sociale de l'entreprise. Donc vous voyez un petit peu les poupées russes qui s'installent. Hein. On est dans une démarche, une politique qui interagit. Vous en tant qu'organisme de formation, mais vous aussi en tant qu'entreprise. Puisque la politique handicap interpelle la gestion des ressources humaines de votre structure. Alors quand je parle de ressources humaines, si vous êtes une micro-entreprise, bien entendu, les ressources humaines, c'est vous, vous et vous. Donc bon, ça limite un petit peu le champ de la politique, mais vous n'empêche que vous pouvez avoir une politique RSE aussi. Donc voilà un petit peu l'idée de la politique accessibilité. Alors bon, je partage, puisque c'est une démarche un peu plus poétique, qui émane d'un référent handicap et qu'a rapporté Nathalie, puisque lors d'une formation, on a un référent handicap qui s'est lancé vers une démarche un peu plus poétique pour parler de l'accessibilité. Alors je vous lis cette phrase parce qu'elle est un petit peu magique aussi, ça permet de mieux intégrer la notion d'accessibilité. Quand une fleur ne fleurit pas, on corrige l'environnement dans lequel elle pousse, et pas la fleur. Vous voyez qu'un petit peu, voilà, quand on parle de systémique, on est bien effectivement dans ces enjeux-là. Voilà une manière de parler de l'accessibilité que je trouve très, très belle et très bien illustrée. L'accessibilité, en fin de compte, consiste, et vous le verrez après dans les triptyques que je vais vous montrer, à lever des obstacles, comme je vous le disais, qui soient systémiques, environnementaux, comportementaux, personnels. Et là, entre effectivement un certain nombre d'obstacles. Donc, c'est observer de manière globale la situation qui empêche une personne d'atteindre son plein potentiel. Et puis de prendre part, en fait, compte aux activités importantes de sa vie, mais aussi de contribuer à la société. Donc, vous voyez le rôle, et si vous le transposez à votre statut d'organisme de formation, le plein potentiel, prendre part aux activités importantes, donc dans les apprentissages, voilà comment ça doit se coordonner. Et pour que ça soit encore plus, on est là, c'est le choc des photos Paris Match, vous avez ce triptyque, vous avez la première photo qui représente une égalité simple, c'est-à-dire chaque personne, effectivement, on a proposé à chaque personne d'être surélevé pour pouvoir voir le match, mais on s'aperçoit bien que le petit bonhomme là, il n'est pas dans une égalité, il est uniquement dans une égalité simple. Chacun est traité de la même manière. Première photo. Deuxième photo, on est dans l'équité par la compensation. C'est-à-dire que là, on va commencer à adapter. Le petit bonhomme pourra voir le match parce qu'effectivement, on a compensé sa petite taille. Par contre, quand on est dans l'équité par l'accessibilité, on a changé l'environnement. Et vous voyez bien que là, les trois personnages
peuvent voir le match sans compensation particulière. Ce triptyque, il est important parce qu'il faut l'avoir en tête lorsque vous allez vous engager dans votre démarche d'accessibilité. Égalité simple, égalité par compensation, égalité par accessibilité. Et là, vous voyez que l'accessibilité, un grillage suffit. Et là, on a changé l'environnement pour permettre à tout le monde de pouvoir voir le match. Voilà un petit peu la définition de l'accessibilité, mais justement sur ce parallélisme sur cette complémentarité entre accessibilité et la compensation, je vais laisser la parole à Nathalie. Oui, voilà, parce que comme le disait Valérie, donc il y a ces deux notions dont on peut bien distinguer les enjeux, comme on le voit là dans la petite image en fait qui a été montrée. Il y a des enjeux de la compensation, permettre justement à la personne de petite taille où on adapte l'environnement pour elle, donc situation individuelle, et l'adaptation de l'environnement qui fait qu'on n'a plus besoin d'adapter au niveau individuel. Et donc ça entraîne l'idée que l'accessibilité et la compensation, en effet, ce sont des réponses qui sont complètement imbriquées. Dans le sens, si on prend par exemple le triangle retourné là, dans les mauves, et on voit que c'est au niveau de la base du triangle qui est la plus large, donc on a développé beaucoup l'accessibilité, par exemple l'accessibilité d'un organisme de formation qui est fortement développé. On se rend compte que quand on regarde le triangle d'à côté, complémentaire, on aura besoin de mettre peu en place de solutions de compensation individuelles pour une personne en situation de handicap parce qu'on aura rendu l'environnement accessible à tous, pour tous en fait. Alors qu'à l'inverse, si on le regarde sur la base la plus large pour le triangle de la compensation, eh bien on devra davantage développer de compensation si on a une accessibilité de l'organisme de formation qui est moindre en fait. Donc on voit bien que plus, et c'est ce qu'on veut un peu vous dire comme idée, plus on va développer l'accessibilité, eh bien moins on aura besoin de compensation. Parce qu'on se retrouvera comme dans la situation du petit bonhomme où là l'environnement est adapté et il n'y a pas besoin, il n'y a plus de barrière devant, donc on n'a pas besoin de lui mettre de lui rehausser en fait pour qu'il soit un peu plus en hauteur. Là, l'environnement ne nécessite pas d'adaptation individuelle parce qu'on est justement avec un environnement totalement accessible. Donc en fait, il faut toujours voir un peu la compensation qui va intervenir parce que l'accessibilité n'est pas suffisante. Mais c'est utile aussi la compensation, parce qu'on va le voir, et Valérie va vous parler beaucoup de la démarche, on parle de démarche d'accessibilité, parce qu'on ne rend pas comme ça accessible un centre de formation par un claquement de doigts en fait. Donc c'est un travail de longue haleine pour rendre accessible son organisme de formation et ses prestations de formation. Et dans l'intervalle, eh bien, on a toujours besoin, quand on accueille une personne en situation de handicap, eh bien, de répondre avec de la compensation avant que l'organisme puisse développer son accessibilité davantage. Voilà, donc c'est très important en fait de comprendre ces deux notions parce qu'elles sont très complémentaires. L'une va à un moment donné primer sur l'autre parce que l'accessibilité à un moment donné va prendre le pas, en effet, si on se met à la développer. Mais pour autant, ce n'est pas à négliger la compensation. Et il y a aussi des mesures à mettre en place, systématiquement un questionnement à avoir pour adapter sa formation si on est confronté à une personne pour laquelle l'environnement n'est encore pas suffisamment adapté au regard de sa problématique de handicap. Voilà, donc je pense que ça c'est important en fait. Voilà, il me semble que ce schéma l'illustre plutôt bien en fait. Alors, il y a des obligations. Bon, je pense que la plupart d'entre vous êtes informés en fait des obligations qui incombent aux organismes de formation, en particulier des obligations en termes d'accessibilité, en effet, des organismes de formation. En fait, il faut se mettre dans l'idée que toute personne en situation de handicap, on doit lui proposer des solutions, en effet, pour qu'elle puisse participer aux actions de formation. Alors, l'accessibilité d'un organisme de formation, certes, ça va être de fournir des moyens, que ce soit des moyens matériels, humains, en effet, comme il est précisé là, mais aussi organisationnels et aussi des moyens pédagogiques pour justement que le public en situation de handicap puisse, comme tout un chacun, pouvoir bénéficier de son action de formation.
Alors, ça a été en effet plus particulièrement souligné avec la loi du 11 février 2005, hein, qui commence à remonter maintenant, en fait, hein, où on précisait bien, en effet, cette obligation, en fait, hein, de développement de l'accessibilité pour les organismes de formation, mais pas que. En fait, il y a deux, alors je regarde parce que je me trompe toujours dans les dates, il y a deux décrets majeurs qui ont découlé de la loi du 11 février 2005. Il y a le décret du 17 mai 2006, là, qui fait obligation en termes d'accessibilité à l'ensemble des établissements qui reçoivent du public, l'ensemble des ERP, que ce soit des organismes de formation, mais tout établissement qui reçoit du public. Et il est bien précisé parce que je pense qu'au départ, cette notion d'accessibilité, elle a été vue aussi par le biais de l'accessibilité aux bâtis, en fait, donc accessibilité aux locaux, comment les personnes peuvent avoir accès et circuler dans les locaux. Avec le lien d'ailleurs, Valérie, je pense, de ce que vous disiez tout à l'heure, des idées reçues avec les personnes à mobilité réduite, en effet. Sauf que dès la loi de 2005 et avec ce décret de 2006, l'accessibilité, ce n'est pas que l'accessibilité aux locaux ou à la circulation au sein des locaux, c'est aussi l'accessibilité aux prestations qui sont proposées dans les locaux, en fait. Donc, on va au-delà de simplement donner accès aux bâtiments, j'allais dire. Il faut aussi rendre accessible l'information et les prestations qui sont délivrées au sein de l'établissement qui reçoit du public. Donc ça, c'est le premier décret. Il y en a un deuxième qui d'ailleurs est arrivé avant, c'est le décret du 9 janvier 2006, et là où on précise davantage les obligations pour les organismes de formation professionnelle. Et on retrouve un peu la même chose, hein, en termes de, certes, il y a l'accès aux locaux, mais il y a également l'accès aux prestations de formation. Et ça, ces deux décrets, maintenant, c'est inscrit, en fait, c'est intégré dans le Code du travail. Donc, ces obligations qui incombent aux ERP, mais également aux organismes de formation, sont vraiment là très, comment dire, et très bien décrites dans le Code du travail parce qu'on y précise, en effet, qu'on doit proposer des durées adaptées de formation, qu'on doit proposer des supports de formation qui sont adaptés. Voilà, il y a vraiment des choses dans l'idée de développer l'accessibilité de son offre de formation. Donc, ça date de la loi du 11 février 2005. Alors, ça, c'est peut-être un petit peu accentué avec la loi du 5 septembre 2018, en effet, et du fait aussi que depuis le 1er janvier 2021, voilà, tout organisme de formation doit réaliser une demande de certification dans le cadre de démarches qualité, comme les démarches Calliope ou Certif-Région en Occitanie, donc on parlait Virginie tout à l'heure. Et donc c'est venu, et il y a des items plus particuliers qui sont en lien avec le handicap, en fait. Donc c'est venu renforcer un petit peu plus les obligations. Enfin, ça rappelle des obligations qui étaient déjà dans la loi de 2005, en fait, mais en faisant une obligation encore plus précise pour les organismes de formation, en particulier, dans le cadre donc, de ces démarches qualité. Voilà, donc bon, ça vous rappelle un petit peu les obligations. Je sais que c'est toujours un peu, voilà, mais c'est important de savoir que ce dont on va vous parler là avec Valérie, là, tout au long de cette présentation, eh bien, ça s'inscrit voilà, dans un cadre réglementaire, en fait. Voilà, alors c'est vrai que les organismes de formation, ça s'inscrit dans ce cadre réglementaire, donc ils doivent tenir compte, et c'est ça dont parlait Valérie aussi tout à l'heure, avec ces deux notions d'accessibilité et de compensation, on doit avant tout tenir compte des situations particulières, en fait, des personnes en situation de handicap, en adaptant nos formations. Et pour adapter les formations, ben, en gros, il y a deux leviers, en fait. Soit on va proposer donc, des adaptations dans le cadre de la compensation du handicap, parce que justement, on n'a pas suffisamment développé l'accessibilité. Et là, on pourra proposer des adaptations aussi bien en termes organisationnels, pédagogiques, matériels ou humains. Ou alors, on aura mis en place donc, cette démarche d'accessibilité et on pourra répondre à des situations particulières sans avoir besoin de mettre en place de mesures spécifiques, parce qu'on aura déjà développé l'accessibilité de son offre de formation. Voilà, mais c'est vrai que compenser le handicap,
reste une obligation importante et l'accessibilité va venir aider et soulager ces situations de compensation, mais il y a une obligation réglementaire avant tout, c'est que toute personne qui souhaite suivre une formation, on doit pouvoir lui proposer une adaptation du contexte de la formation. Et si on ne le fait pas, ben oui, on rentre dans le processus de discrimination, en fait, parce que eh ben, ce ne sera pas l'égalité des chances pour tous, en fait. Et donc, on va placer la personne dans une situation discriminante. Voilà. Bon, ça resitue, je pense que ça resitue voilà, ce contexte un peu réglementaire, en fait, donc qui incombe à tout centre de formation. Voilà. Peut-être il y a, je ne sais pas s'il y a des questions. Pour le moment, non. Je pense que cette introduction est bénéfique pour tout le monde, mais il n'y a pas de questions. On peut avancer. D'accord. Alors au sommaire, ce qu'on vous propose de cette présentation, c'est de revenir un petit peu sur l'offre de services de la ressource handicap formation de la région Occitanie, de s'interroger du pourquoi vous engager, pourquoi signer cette charte, de vous décrire un petit peu les étapes essentielles et le cycle d'engagement. Et puis après, de parler plus spécifiquement de la plateforme régionale RHF qui est dédiée aux organismes de formation et qui était mise en ligne depuis le 1er mars, donc mise en ligne récente, et puis pour poursuivre sur l'accompagnement qu'on peut vous proposer en tant que conseiller RHF par rapport dans les différentes étapes de votre démarche. Alors la ressource handicap formation, comme le précisait tout à l'heure Nathalie, il y a 3 volets. On est sur un volet, premier volet sur l'accessibilité de la formation pour tous, donc en cohérence et en complémentarité avec votre démarche qualité, puisqu'on a effectivement en région Occitanie la certification spécifique qui est Certif Région, et puis Calliope. Voilà. Donc comment s'articule, puisque l'accessibilité traverse ces référentiels de qualité, comment effectivement aller plus loin et comment construire une démarche de progrès pour mettre en place une accessibilité de la formation pour tous. Et vous allez voir après, puisqu'on vous présentera l'offre précise. Le deuxième volet, comme le disait Nathalie tout à l'heure, c'est la compensation du handicap. Donc, ce qu'on propose, c'est de vous appuyer, puis vous présenter aussi des aides financières, puisqu'il y a des aides spécifiques, une aide spécifique AGFIP et une aide aussi proposée pour les CFA par les OPCO. Et puis le troisième volet est bien sur la professionnalisation du réseau des référents handicap formation et des acteurs clés du parcours, sachant qu'on intervient en termes de professionnalisation aussi auprès des acteurs du service public de l'emploi. Voilà, on essaye effectivement de sensibiliser l'ensemble de l'écosystème du handicap, voilà, pour accompagner à la fois dans la compensation et dans l'accessibilité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a un réseau de référents handicap formés par la GFIP de 1500 référents. Voilà, donc on commence à avoir un réseau assez conséquent. On n'a pas encore fait le tour, puisque quand on parle d'un réseau de référents handicap, on ne touche pas 1500 organismes, puisque pour les organismes qui sont sur du multisite, effectivement, on forme plusieurs référents handicap par organisme. Mais l'idée, c'est bien une montée en compétences en tant que référent handicap, de bien comprendre l'écosystème, de bien comprendre ses missions. La professionnalisation, elle est dédiée effectivement à une montée en compétences particulière pour que les référents handicap soient en capacité de mieux accompagner les personnes et de piloter la démarche accessibilité. Comme je vous le disais tout à l'heure, le copilotage avec nos partenaires, je ne vais pas les reciter puisque je les ai déjà cités, donc la région, la DRETS, etc. Donc qui sont nos copilotes en région. C'est vraiment la gouvernance de la ressource handicap formation et on travaille de concert pour pouvoir amener une offre de service qui soit la plus adaptée aux besoins des organismes de formation. L'offre de service, elle se décline avec notre ruche
Donc, vous avez le volet 1, le volet 2, le volet 3 que je vous ai déjà cité. On est sur une offre de service avec plusieurs typologies d'actions. On a des actions d'information, un petit peu comme aujourd'hui, sur l'accessibilité. Donc, expliquer la démarche, mais expliquer aussi qu'il y a un outil digital derrière, et plutôt voilà, axé sur l'accessibilité. On a aussi des informations, des actions d'information pour tout ce qui est la mobilisation des aides à la compensation du handicap. Donc, comme je vous disais, hein, ce qui s'appelle l'aide à l'adaptation aux situations de formation, l'ASF. On parle avec beaucoup de SIC, hein, donc il vaut mieux les expliquer, c'est beaucoup plus clair. Et la majoration du co-contrat pour les CFA dans le cadre des contrats d'apprentissage qui est financé directement par les OPCO. Donc des actions d'information, des actions de professionnalisation, donc la formation socle, devenir référent handicap, qui est une formation sur 2 jours, des ateliers, ça c'est la nouveauté de cette année, des ateliers d'une demi-journée qui permettent d'aller plus loin par rapport à la formation socle, notamment pour formaliser le plan individuel de compensation avec l'outil de la GFIP qui est la grille d'évaluation des besoins. Donc entrer effectivement dans la formalisation du plan avec un autre atelier, donc ce sont des ateliers, hein, donc ce ne sont pas des webinaires, donc des ateliers avec 16 personnes maxi, voilà, qui permettent effectivement d'être sur un mode de co-développement aussi. Donc, un deuxième atelier qui est sur l'évaluation des besoins. Un troisième atelier qui propose de partager les bonnes pratiques avec les référents handicap, puisque ces ateliers sont à destination des référents handicap, je le reprécise. Et le quatrième qui est sur l'évaluation du niveau d'accessibilité de la formation, de l'organisme de formation, avec l'aide de la plateforme. Comme ce sont des outils qui sont nouveaux, on accompagne une prise en main quelque part du comment, quel est le niveau d'exigence, comment évalue mon accessibilité et comment mettre en place, hein, comment utiliser la plateforme au mieux. Donc, information, formation, atelier pratique. Nous avons aussi des appuis individuels, les appuis individuels sur la compensation individuelle, la compensation des besoins individuels, c'est analyser les besoins de la personne, hein, parce que des fois il y a des situations qui demandent un petit peu plus d'analyse et les référents handicap ne sont pas des experts du handicap, donc c'est les accompagner dans cette analyse-là pour faire un plan individuel de compensation beaucoup plus adapté. Et puis, il y a des appuis individuels dans la démarche d'accessibilité pour être accompagné dans la mise en place de sa démarche sur toutes les étapes de la démarche d'accessibilité. Donc, comme vous démarrez, bien entendu, on aide à l'autopositionnement, on aide aussi à l'élaboration, à l'établissement du plan annuel de progrès. Voilà. Et puis, si nécessaire, hein, sur les phases de mise en route. Donc, deux appuis individuels. Il y a aussi les focus handicap. Les focus handicap, ce sont plus ouverts cette fois-ci, puisque vous allez voir, hein, dans le cadre de la démarche d'accessibilité, vous aurez à construire un groupe projet, à mettre en place un groupe projet accessibilité. Donc, ces focus handicap sont axés sur la connaissance du handicap et des déficiences, des différents types de déficiences, et leur incidence dans les apprentissages. Donc, c'est mieux appréhender les situations de handicap pour mieux agir et mieux analyser, hein, les besoins. Et vous avez une deuxième axe sur les focus compensation qui, eux, sont plus axés sur comment adapter les supports. Comment adapter les supports pédagogiques, voilà, par rapport aux différents types de déficiences aussi. Donc, il y a une programmation annuelle qui permet d'entrer à la fois sur la connaissance et puis l'adaptation des supports pédagogiques. Voilà l'offre globale sur les 3 volets qui, bien entendu, poursuivent le même objectif, hein, c'est que demain, vous soyez le plus accessible possible et que vous vous engagiez dans cette démarche d'accessibilité
en signant cette fameuse charte dont on va parler, la charte d'engagement, pour pour vous engager dans une démarche de progrès en matière d'accessibilité de la formation pour tous. Voilà l'offre de service déclinée. J'ai oublié une petite cellule. C'est celle-ci, puisque pour l'instant, elle n'est pas encore mise en œuvre au premier semestre, mais elle le sera au second semestre, puisque la formation SOC, c'est une formation sur 2 jours. On a prévu pour les micro-entreprises, pour les petits organismes, une demi-journée de sensibilisation sur le handicap. Et puis bon, expliquer de manière un peu plus condensée les éléments qui sont dispensés dans le cadre de la formation socle, pour qu'il y ait une information globale. Puisque dans les micro-entreprises, le dirigeant, il est à la fois référent handicap, il est à la fois intervenant, il est tout à la fois. C'est l'homme orchestre ou la femme orchestre. Non, mais je vois justement, il y a une petite question, Virginie, peut-être qui pourrait rebondir là par rapport à ce que Oui, tu tout à viens fait. de C'est vrai dire. que ça arrive au bon moment. On va la prendre tout de suite, effectivement. Une question. Je suis travailleur indépendant, donc Mhm. OF formation linguistique anglais. Est-ce que j'ai besoin d'un référent handicap pour mon organisme? Si oui, dois-je suivre une formation? Justement, voilà, c'est ce qu'on va vous proposer au second semestre, une formation plus adaptée que la formation de 2 jours, qui est une formation assez longue, une formation un peu, on va dire, pas flash, parce que on va rentrer quand même dans les sujets. Et par contre, oui, effectivement, même si vous êtes une micro-entreprise, il faut avoir, parce que vous pouvez accueillir des personnes en situation de handicap, donc vous devez avoir l'ensemble de ces notions-là. Donc le programme qui est proposé aujourd'hui vous est accessible aussi. L'offre de service, vous pouvez en bénéficier. Alors sur la sensibilisation des petits OF, il faudra attendre le second semestre. Ça va venir. Mais on a bien pris en compte, puisque c'était des remontées. Cette offre de service, elle évolue chaque année pour être en phase avec les besoins des référents handicap et les besoins des organismes qui s'engagent dans la démarche d'accessibilité. Mhm. Et l'idée, elle est là. Donc, puisqu'on on fait des enquêtes, chaque année, on a fait 2 enquêtes l'année dernière auprès des référents handicap pour justement être au plus près des besoins. D'où la Alors, naissance des ateliers. voilà, la demi-journée n'est pas encore faite, qu'on a déjà un merci dans le chat. Merci d'avoir adapté un module pour les formateurs indépendants. Oui. Une petite question pratique, présentielle ou distancielle? Là, pour l'instant, les formations sont en distanciel. Voilà. On propose, la plupart de nos actions sont en distanciel, sauf sur les accompagnements à l'accessibilité, mais la plupart sont en distanciel. On viendra sur du présentiel, sur d'autres projets qu'on prépare à l'heure actuelle. On reviendra sur du présentiel. Mais pour l'instant, Ok. tout est en distanciel. Notamment pour couvrir le territoire. On a un grand territoire. Pour aller jusqu'au bout de la Lozère, voilà, on préfère privilégier encore le Ou du distanciel. Gard. Comment? Ou du Gard. Ou du Gard, tout à fait. Sachant que la ressource handicap formation, elle est, vous le verrez, puisque sur la plateforme, le service en tant que tel est localisé sur le site de Toulouse. Voilà. Donc, puisque la délégation régionale de la GFIP possède 2 sites, un site à Toulouse, un site à Montpellier, mais la ressource handicap formation est localisée sur Toulouse. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas sur la proximité du territoire est de la région. Et d'un point de vue pratique également, peut-on s'inscrire de suite? Comment être informé? Peut-être la newsletter? Oui, Est-ce que peut-être alors, plus tard vous l'indiquez? alors on a depuis janvier 2022, il y a effectivement l'actu RHF Occitanie, qui est la newsletter qui est, c'est pas un mensuel, mais pratiquement, puisqu'on a 9 à 10 numéros par an. Voilà. Je vous en parlerai parce que je vous montrerai sur la plateforme, sur l'espace démo de démonstration, on a mis 2 actus spécifiques accessibilité ou qui traitent de l'accessibilité. Donc on a cette newsletter qu'on envoie à l'heure actuelle aux référents handicap qui ont été formés et à leur direction, mais on élargit de plus en plus la diffusion de cette actu où vous allez le voir, ce sont des informations qui donnent aussi accès notamment au focus handicap et au focus compensation, puisqu'on a une programmation annuelle.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ou on continue? Oui, faire attention parce qu'il est... Ouais, Oui, je pense qu'on va pouvoir avancer là. On va très bien. garder toutes les questions pour le prochain temps. Alors, pourquoi signer cette charte? Cette fameuse charte d'engagement? Alors, les objectifs, il y en a 3. Hein. Bien entendu, c'est favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap. Ça, il n'y a pas de mystère. C'est permettre un meilleur accès à la formation. On en discutait, Nathalie présentait tout à l'heure, hein, le meilleur accès à la formation. Et puis surtout, la sécurisation des parcours des apprenants en situation de handicap, mais pas que. Mais pas que. Puisque la sécurisation des parcours, si on traite bien de la compensation handicap et qu'on l'anticipe avant l'entrée en formation, bien sûr qu'on sécurise les parcours. Si on a une démarche et une politique accessibilité assez conséquente, effectivement, on va sécuriser les parcours de tous les apprenants. Il faut savoir que l'accessibilité, quand on parle de l'accessibilité de la formation pour tous, on considère que on repère pas forcément où les personnes, les apprenants, n'ont pas forcément connaissance aussi de leur situation de handicap. Notamment, on va prendre la caricature des 10, hein, dyspraxie, dyslexie, dyscalculie, etc. Quand on prend ces situations-là, si effectivement demain vous avez une pédagogie inclusive et que vous avez des supports complètement accessibles, la question se posera même plus. La sécurisation des parcours, ça sera pour l'ensemble des apprenants. Déclarés ou pas déclarés en situation de handicap. L'idée, c'est celle-là. Donc, 3 objectifs poursuivis à travers cette charte. Les enjeux, c'est s'engager dans une démarche qui se dit opérationnelle. On ne signe pas uniquement une charte, on s'engage et de manière concrète dans une démarche d'accessibilité généralisée de toutes vos formations, c'est-à-dire de votre offre de formation, financée ou pas par la GFIP. D'accord? En termes d'enjeux, c'est s'inscrire aussi dans une démarche qui est volontaire, donc opérationnelle, volontaire, qui est assez interdépendante de votre certification qualité, que ce soit Calliope ou Certif Région, puisque, comme on le disait tout à l'heure, hein, l'accessibilité traverse le référentiel qualité, que ce soit Calliope ou Certif Région. Donc, ça vient en interdépendance, pas en complémentarité, mais en interdépendance avec votre démarche qualité. Alors sûrement, vous êtes dans les audits de surveillance, hein, on est en pleine phase là d'audit de surveillance. Donc sur les audits de surveillance tels que le disait Virginie tout à l'heure, hein, les audits de surveillance, vous allez voir, si vous rentrez dans ces démarches-là, vous aurez aussi à valoriser cette démarche dans le cadre de votre démarche qualité. Donc une démarche opérationnelle, on ne signe pas uniquement un papier, on s'engage à une démarche de progrès continu. Et une démarche qui est volontaire parce que vous n'aurez pas, c'est pas comme votre démarche qualité, vous n'aurez pas de certification au bout. Hein, c'est une démarche qui se veut une évolution, un devoir sociétal. Vos engagements, c'est à développer le droit à la formation plus inclusif. Hein. Ça, c'est inhérent à cette démarche-là. C'est aussi rendre lisible l'implication de votre organisme dans le développement de vos politiques accessibilité, hein, vis-à-vis tant des publics que des partenaires du handicap. Et puis, c'est soutenir en interne et accompagner les pratiques internes, c'est-à-dire que c'est pas uniquement l'affaire du référent handicap, l'accessibilité, c'est l'affaire de tous dans l'équipe. Que ça soit l'accueil, tout dépend de votre taille, hein, si vous êtes une micro-entreprise, ça concerne vous et vous, hein, mais quand on parle des organismes de moyenne taille ou de grosse taille, ça concerne tout le monde. Qu'on soit sur la prospection, qu'on soit sur l'accueil, qu'on soit sur la logistique, qu'on soit en pédagogie, ça concerne tout le monde. Donc derrière, l'engagement, c'est vraiment embarquer tout le monde. Embarquer tous les collaborateurs, qu'ils soient des collaborateurs salariés ou des collaborateurs en sous-traitance. Il faut embarquer tout le monde. Parce que l'accessibilité, on gagne sur l'accessibilité quand effectivement c'est un projet partagé et co-construit. Alors, on parlait tout à l'heure de notre référent handicap un peu Zoro. C'est-à-dire que voilà, la mission du référent handicap, elle n'est pas liée uniquement à l'adaptation, à la compensation du handicap. Il pilote cette démarche-là. Ça fait partie de ses missions. Le pilotage de la démarche accessibilité.
Donc, c'est effectivement de construire et de mailloter en interne pour que tout le monde se sente concerné. Bien sûr que c'est la direction qui va signer une charte, qui va signer cette charte. Mais derrière, il faut l'animer. Il faut la co-animer. Alors, pour quels engagements? C'est un engagement qui se veut pluriannuel. Parce que bien entendu, une démarche de progrès, on ne va pas la faire sur une année. C'est une période d'engagement sur 3 ans, sur l'ensemble des sites de formation, y compris les sites virtuels, pas que le présentiel, mais aussi le virtuel, parce qu'il y a des organismes qui font que de la formation à distance. C'est toutes les formations professionnelles. Alors, quand on dit toutes les formations professionnelles, on entend les formations continues et les formations alternance. Voilà. Donc, qu'on soit OF ou CFA, toutes formations confondues, y compris celles à distance. Donc, un engagement, c'est bien entendu signer une charte qui prend en compte effectivement la situation des organismes, donc les multisites. On vous la présentera tout à l'heure. Et pour compléter donc cette présentation, je vais laisser la parole à Nathalie qui va vous présenter les étapes essentielles. Voilà, donc les étapes essentielles de cette démarche, de l'engagement dans cette démarche progrès. Donc, comme le disait tout à l'heure Valérie, il y a un préalable un petit peu à l'engagement dans cette démarche, c'est d'avoir constitué ce qu'on appelle un groupe projet accessibilité en interne, donc au sein du centre de formation. Alors c'est vrai que pour des travailleurs indépendants, on va voir que ça peut des formateurs en indépendance, ça va pouvoir se résumer à une seule personne. Mais dans des organismes un petit peu plus importants, le groupe projet est constitué et, à minima, doit comprendre à la fois le référent handicap, bien sûr, et donc il reste, comme le disait Valérie, le pilote donc de la démarche. Mais le groupe projet est composé également d'un membre de l'équipe de direction et d'un responsable pédagogique. Responsable de formation, un formateur, un responsable pédagogique. En fait, l'idée là, c'est que, comme le disait Valérie à l'instant, c'est l'affaire de tous, en fait. Quand on veut vraiment engager une démarche de développement de l'accessibilité, il va y avoir des actions qui vont pouvoir être mises en œuvre si on a aussi l'aval de la direction et qu'elle va vouloir s'engager dans cette démarche. Et si on veut travailler à l'accessibilité, en particulier organisationnelle ou pédagogique, eh ben c'est pas mal d'avoir embarqué aussi les formateurs ou les responsables pédagogiques. Donc l'idée est que le référent handicap du centre de formation reste le pilote, mais il travaille co-animation dans le cadre de ce groupe projet accessibilité, donc avec la direction et avec les équipes pédagogiques. Donc ça, c'est la première étape, en fait, si on souhaite s'engager, c'est de réfléchir en interne qui pourrait constituer donc le groupe projet accessibilité. Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième, donc Valérie va vous faire une démo tout à l'heure de la plateforme RHF Occitanie. Donc, l'autre étape, ben, ça va être de déclarer son organisme sur la plateforme. Donc, on le verra tout à l'heure, hein, je ne rentre pas dans les détails. Et vous verrez aussi, une fois qu'on a déclaré son organisme sur la plateforme, on doit donc créer un espace membre pour chaque membre du groupe projet. Donc, en premier lieu, peut-être le référent handicap qui va créer son espace membre sur la plateforme. Et les personnes, donc membres du groupe projet accessibilité, pourront créer aussi leur propre espace membre. Ce qui fait que tout le monde pourra ensuite avoir accès, dans le cadre de leur espace membre, à la plateforme. Voilà, donc ça, c'est la première grande étape, on va dire, de définition un petit peu de l'organisation, en fait, particulièrement au sein de vos centres de formation. La deuxième étape, et là on rentre dans le dur un petit peu, hein, pour le dire un petit peu simplement, où il y a un premier travail qui est demandé en fait à réaliser, qui est donc, ce dont vous parlez aussi tout à l'heure Valérie, donc qui est un auto-positionnement de son niveau d'accessibilité, du niveau d'accessibilité de son offre de formation. C'est-à-dire c'est le groupe projet qui va évaluer le niveau d'accessibilité de l'offre de formation du centre. Et
à partir de quoi? C'est-à-dire que là, il y a un outil qui est proposé, un outil d'auto-positionnement, donc un référentiel avec, on va le voir tout à l'heure, 21 questions, en effet, qui abordent la notion d'accessibilité avec des thématiques différentes, bien sûr. Et le groupe projet doit travailler pour s'auto-positionner sur chacune de ces questions. Là non plus, je ne rentre pas plus dans le détail, ça sera beaucoup plus simple quand on le verra après sur la démo plateforme. Donc, il y a ce travail de co-réalisation de l'auto-positionnement au sein du groupe projet. Et vous verrez, ça se traduit directement, on renseigne dans le cadre de la plateforme son auto-positionnement. Et là, quand on valide son auto-positionnement, il y a l'engagement de la charte. Alors la charte peut aussi être signée avant d'avoir réalisé son auto-positionnement. Ça, on pourra le voir aussi tout à l'heure. On peut télécharger la charte d'engagement aussi sur la plateforme. Vous renseignez, parce que vous allez le voir, il faut renseigner son groupe projet accessibilité, la direction signe la charte, et après vous pouvez enclencher l'auto-positionnement. Ou alors l'inverse, vous commencez par l'auto-positionnement, et après, de toute façon, si vous voulez valider votre auto-positionnement, là, vous serez dans l'obligation de vous engager dans le cadre de la charte et donc de signer la charte et puis de la déposer sur la plateforme. Voilà, donc ça c'est la deuxième étape, donc importante, parce que là, ce qui est important, c'est que ça soit vu comme vraiment un auto-positionnement réel. C'est-à-dire qu'on n'attend pas obligatoirement à ce que vous fassiez tout, mais que vraiment vous montriez, au regard des questions posées, là où vous en êtes. C'est un état des lieux. Donc, l'état des lieux, on pourrait penser que peut-être il est à un niveau zéro sur tout. C'est pas grave. À partir du moment où vous engagez dans la démarche, et bien après, vous allez pouvoir le développer et faire développer les choses au fur et à mesure des années. Ce qu'on demande là à travers en fait cet auto-positionnement, c'est que vous soyez le plus fidèle possible à la réalité de votre organisme de formation à l'instant T en fait. Voilà. C'est-à-dire, c'est peut-être là qu'on ne recherche pas coûte que coûte de vouloir. Il y a des choses qu'on ne fait pas et on prévoira de les faire sur les années suivantes en fait. Ça, c'est vraiment important. Moi, me semble-t-il que vous entendiez ça, qu'on ne soit pas, qu'on ne recherche pas coûte que coûte à avoir des niveaux d'accessibilité, de positionnement obligatoirement très élevés en fait. Donc voilà, ça c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, une fois qu'on a fait son état des lieux, eh bien, on va pouvoir définir justement s'il y a des thèmes ou des items sur lesquels on voit qu'il y aurait des marges de progrès. Eh bien, on va pouvoir définir un plan d'action annuel. Donc d'abord pour l'année N+1, où à minima, on demande 2 grands axes de développement. Donc, vous définissez 2 axes de développement que vous allez mettre en œuvre après, en année N+1. Voilà, donc ça, c'est vraiment l'esprit. On s'auto-positionne, on fait l'état des lieux, et ensuite, on se dégage 2 axes de développement qu'on se propose de mettre en place l'année suivante, en fait. Et bien sûr, après, chaque année, il y a une évaluation des progrès qui ont été réalisés, ce qui permet d'actualiser son outil d'auto-positionnement, parce que si on a fait des choses, on va pouvoir adapter renseigner à nouveau l'auto-positionnement en montrant qu'il y a des choses supplémentaires qui sont réalisées. Et pour l'année suivante, on recommencera à reproposer des axes aussi de développement. Et là aussi, on vous accompagne, parce que l'idée, c'est pas, comme je vous disais tout à l'heure, l'accessibilité, ça se décrète pas comme ça en claquement de doigts, en fait. Mais on va petit pas par petit pas, des petites actions que vous allez pouvoir mettre en place d'une année sur l'autre. C'est comme ça, me semble-t-il, qu'on se situe, qu'on pose bien les bases, en fait, du développement vers une accessibilité plus généralisée. On ne va pas le décréter, vous êtes accessible en général au bout de 6 mois, en fait. Voilà, donc ça se fait avec le temps. Voilà, et bien sûr aussi, comme le disait tout à l'heure Valérie, là, dans les enjeux, ça permet aussi de communiquer sur votre engagement, à la fois auprès des publics que vous accueillez, mais aussi, bien sûr, des partenaires, voire des partenaires financeurs aussi, hein, pour lesquels vous avez des financements pour vos formations. Voilà, donc en gros, il y a vraiment une étape de préparation, il y a une étape d'autopositionnement pour faire un état des lieux, et ensuite on définit un plan d'action qu'on renouvellera chaque année en fait. Voilà en gros les étapes essentielles de la démarche. Alors,
il y a un cycle d'engagement. Quand vous vous engagez dans le cadre de la charte et que vous signez la charte, en fait, vous vous engagez sur 3 ans. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, une fois que vous avez créé votre espace sur la plateforme, soit vous pouvez tout de suite signer la charte et ensuite faire l'autopositionnement, soit vous faites d'abord l'autopositionnement et ensuite vous avez par contre là l'obligation après l'autopositionnement de signer la charte et vous vous engagez après dans le cadre de plans d'action que vous réévaluez chaque année en réactualisant systématiquement votre grille d'autopositionnement, votre outil d'autopositionnement. Alors, vous voyez, c'est chaque année, en année N plus 1 plus N plus 2. Voilà. Donc, et là, vous êtes engagé sur 3 ans, bien sûr, avec un renouvellement possible de l'engagement au bout des 3 années, s'il y a toujours du travail à faire, et je pense que ce sera sûrement le cas, pour développer aussi, continuer à développer l'accessibilité de votre offre de formation. Alors, on arrive sur un temps de questions-réponses. Oui. Donc, on a une question très concrète liée, je pense, aussi à la plateforme, enfin, plutôt à la charte. Faut-il systématiquement un référent handicap pour créer le groupe projet accessibilité? Systématiquement, c'est nécessaire d'avoir un référent handicap puisque c'est le référent handicap qui va accompagner, qui va accueillir les personnes dans le cadre de la compensation du handicap, mais qui va mener aussi cette démarche-là. On a bien dit que c'était le référent qui était pilote. Donc, il est préconisé d'avoir un référent handicap qui vienne se former aussi, puisque l'idée, c'est une montée en compétence d'une personne au sein de l'organisme, qui ait cette expertise quelque part. Alors, entre guillemets, expertise, ça sera jamais un expert des déficiences, mais au moins avoir une bonne connaissance de l'écosystème et puis des outils mis à disposition et puis de la connaissance des situations de handicap pour pouvoir accompagner au mieux les personnes. De la même personne, une autre question. Comment développer son accessibilité lorsque les formations sont toutes réalisées en intra dans les entreprises? Alors, l'accessibilité de la formation, alors là, le cœur du réacteur, je dis souvent, le cœur du réacteur de l'accessibilité, c'est la pédagogie inclusive. Donc, il y a un gros travail à faire, en tous les cas, sur la pédagogie de vos formations, qu'elles soient inter, intra, distancielles, j'ai envie de vous dire. Quelle que soit la modalité, je pense, ou l'organisation, le mode d'organisation, il y a un gros travail à faire sur la pédagogie que vous utilisez. Que ce soit des supports, que ce soit des vidéos, que ce soit, voilà. Tout support utilisé en pédagogie doit être effectivement accessible à tous. La différence, pour compléter, parce que je l'ai vu cette question, en effet, ça emprunte typiquement cette question, on fait en intra, donc en gros, ça incombe. Là, on est presque sur de l'accessibilité du bâti. Alors, en effet, peut-être sur cette dimension-là d'accessibilité des locaux, ça incombera à votre client, en fait, dans lequel vous réalisez vos formations. Même s'il faudra s'assurer, en tant qu'organisme, que justement, on propose des locaux accessibles, surtout si vous accueillez une personne à mobilité réduite dans cette formation-là. Voilà. Mais ça incombera davantage, en effet, au lieu d'accueil. Mais on n'est que sur l'accessibilité du bâti. Et après, comme le dit Valérie, après, il y a tout le travail qui revient au même, qu'on soit en inter ou enfin, dans ses propres locaux ou en intra dans les entreprises, à travailler l'accessibilité pédagogique, en fait. Et c'est le plus fondamental. De toute façon, c'est dans le repérage. Dans les formations, ce qui est important, c'est de pouvoir repérer correctement les personnes en situation de handicap. Donc, c'est, voilà, quand je vous dis, ça traverse l'ensemble de vos process. On n'est pas pour inventer des process en accessibilité. On est sur des process inclusifs aussi. C'est-à-dire comment vous faites entrer l'accessibilité dans l'ensemble de vos process et dans l'ensemble de vos pratiques. Et notamment aussi sur la pédagogie. Si vous faites de l'intra et que on vous délègue le fait de trouver un espace de formation, une salle de formation ou de séminaire, vous voyez, c'est à vous aussi de vous enquérir que l'espace que vous allez utiliser pour la formation, si vous avez une personne qui est en situation de handicap, qu'elle soit accessible. Voilà. Donc tout dépend de la configuration. Intra, inter, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a le bâti, mais il y a aussi
la pédagogie. Et c'est là-dessus qu'on insiste beaucoup avec Nathalie, c'est l'accessibilité pédagogique. Au-delà du bâti, parce que bon, la question du bâti, elle est bien traitée, elle commence à être bien traitée aujourd'hui. Alors, dans le chat, on a aussi eu un cas concret de besoin de compensation. Est-ce que vous souhaitez qu'on prenne un instant Oui, je maintenant, vois. peut-être plus Peut-être tard, ou on avance sur la plateforme? Madame Minassian, c'est ça, en Oui, fait? Delphine, oui. je vois, hein, question posée. Donc là, on est vraiment dans le cadre de la compensation davantage. Ouais. Donc peut-être, moi je me propose, parce que bon, j'interviens sur ce volet-là, je me propose qu'on en échange, hein, Madame Minassian. Je ne vous connais pas, donc vous dites que vous avez sollicité donc, sur une situation individuelle. Je suis très ouverte à en échanger avec vous, On va sans voir aucun s'il y en a un petit problème. peu de temps à la fin pour reprendre le cycle, voilà, comment vous contacter, quels éléments Bien donner sûr, pour rentrer en contact tout à rapidement, fait, etc. On tout à fait. reprendra ça à la fin Oui, pour oui, être bien sûr que tout le monde puisse bien identifier quand, comment vous contacter, à quel tout à sujet, fait. etc. Et puis le cas concret, par contre, effectivement, ce sera Ça en concerne direct. plus des situations individuelles, me semble-t-il. Donc, Oui, c'est un peu. Demain le résumé, hein, peut-être pour les autres Alors, on le auditeurs. fera si on a le temps, Ouais. effectivement, à la fin pour pouvoir indiquer comment réagir au mieux, au plus vite pour vous avez pour les été en situations. contact avec l'AGFIP Ouais. RHF. Oui. Je ne m'en souviens pas, Madame Minassian, parce que Alors ça fait bien, c'est un cas qui est intervenu il y a quasiment 2 ans maintenant, hein. oui, J'imagine que vous ne retenez pas toutes les d'accord. organisations qui vous appellent. Non, Mais ça c'est effectivement, on certain. a fait cette démarche de façon très, avec beaucoup de procédures, et on a noté tous les appels et toutes les personnes qu'on avait eues au téléphone une à une pour pouvoir avancer dans ce cas qui était un peu nouveau et qu'on souhaitait vraiment prendre, comme vous l'indiquiez, à bras le corps. Alors avec de la compensation, hein, très Oui, oui, justement. Mais voyez, en fait, on s'est rendu compte qu'il y a une notion de temps qui n'est pas prise en et je compte bien comprends. souvent. Oui, oui. Et malgré le fait que ce soit une formation de 6 mois et que la candidate soit restée longtemps chez nous, elle n'a jamais eu de solution, c'est-à-dire elle n'a pas pu avoir de siège pour s'asseoir. Donc on s'est débrouillé autrement. Mais on a bien compris qu'il y avait une question de temps qui intervenait Tout et à qui fait. aujourd'hui C'est avait de la certain. difficulté à être gérée, hein. Bon, là, je vois qu'il y a eu l'intervention d'un prestataire spécialisé, un prestataire PASS, en effet, donc financé par la GFIPS. Il est vrai qu'ils ont dû. Ça nécessite toujours d'être très en amont pour des situations individuelles, pour évaluer les besoins. Et Oui, en particulier, quand on a besoin de mobiliser un prestataire spécialisé, il faut le faire encore plus en amont parce que eux-mêmes, bon, ils interviennent sur l'ensemble de la région Occitanie. Hein, donc, bon, en principe, ils sont réactifs, mais il y a le temps de l'évaluation aussi et de l'accompagnement pour eux. Et après, eh il y a oui. le temps de, s'il y a besoin de matériel, comme j'ai l'impression que c'était le cas là, Oui. euh, aussi de solliciter des fournisseurs pour avoir le matériel, tout ça. Et Je oui, alors tiens c'est pour ça que j'ai précisé, nous avons eu l'accord du Pôle emploi pour accueillir cette candidate 7 jours avant le Ah, démarrage de mais la voilà, formation. voilà, Voilà, mais je donc comprends. voilà. Oui, Ensuite, pour oui. prendre un rendez-vous avec l'Association des paralysés de France, c'était 3 mois de délai. Alors là, par Alors, contre, excusez-moi, parce que là, on est en train de manger oui, sur le temps oui. de On en présentation. reparlera, Madame Est-ce qu'on Ministre. peut en reparler après la Oui, bien présentation? sûr. Hein? Non, mais Oui, si bien vous Comme sûr. voulez. ça, On peut en Voilà, parler dans tous après, mais les on peut cas, en vous parler avez aussi en détail. les contacts pour pouvoir. oui. Voilà. Et cette notion d'accessibilité, c'est aussi avoir connaissance le plus tôt possible de comment, vers qui s'orienter, etc. Donc, on va passer à la plateforme et à la suite. Merci. Oui, mais on vous répond tout à l'heure, Madame On vous répond. Mination. Pardon, je ne veux pas écorcher Je vais votre nom, je reprendre veux dire contact avec Delphine. elle en privé dans le chat. Tout à fait. On continue les Voilà. échanges par le chat. On continuera l'échange après. Alors, la plateforme RHF qui est proposée, donc c'est un outil digital qui a été déployé au niveau national, donc au niveau de la RHF, de la coordination nationale, est décliné par région. Donc, il y a 17 aujourd'hui plateformes, donc d'URL, hein, vous la voyez ici, l'URL d'Occitanie, la voici. Donc, c'est un lien actif, hein, sur lequel vous avez accès à la plateforme qu'on va vous présenter tout à l'heure. Donc, c'est un outil qui vous permet, donc on a parlé de la démarche, qui vous permet effectivement de vous engager, qui va vous permettre de faire votre auto-positionnement et de mettre en place votre démarche d'amélioration continue. Vous verrez parce que ça sera beaucoup plus concret quand on rentrera dans la plateforme. Donc, comme je l'ai précisé tout à l'heure, cette démarche est disponible cette plateforme, excusez-moi, cette plateforme est disponible depuis le 1er mars
2023 en Occitanie, puisqu'elle a été mise en ligne à cette date. Donc, vous avez l'URL ici en direct, mais vous pouvez retrouver cette URL sur le site de l'AGFIP, donc agfip.fr, en cliquant ici aussi. Donc, vous voyez le lien qui s'affiche, agfip.fr. Sur la page acteurs de la formation, vous avez, excusez-moi, vous avez donc un espace pour évaluer l'accessibilité de vos formations. Si vous sélectionnez Occitanie, vous tomberez sur cette URL qui vous amènera aussi directement à la plateforme. Donc, 2 entrées possibles, en direct ou sur le site de l'AGFIP, en cliquant sur la région Occitanie. Voilà pour l'accès à la plateforme. Votre espace membre sécurisé. Donc, la plateforme se présente de cette manière-là. Vous allez le voir tout à l'heure, de manière plus concrète. Et vous avez un espace membre sécurisé. On le disait tout à l'heure, vous allez Nathalie vous précisez, vous allez auto-déclarer votre organisme, parce que c'est la première démarche, c'est celle-ci, après avoir créé votre groupe projet accessibilité. Et vous allez créer vos espaces membres quand vous aurez déjà, votre organisme sera auto-déclaré. Parce que derrière, il y a toute une vérification en termes d'administration, quand même. Donc, l'espace membre, c'est rejoindre la communauté RHF, puisque là, aujourd'hui, on a 125 organismes, enfin 124 si j'enlève l'espace démo, on a 124 organismes qui se sont déjà autodéclarés depuis le 1er mars dernier. Donc, comme le précisait Nathalie, c'est un espace membre et un espace membre par membre du groupe projet. Voilà, pour tous vous retrouver dans la démarche et pour co-construire ensemble la démarche. Donc, un espace sécurisé, un espace membre sécurisé, et puis vous avez l'auto-positionnement. L'auto-positionnement sur la plateforme, ça se présentera comme ça. Donc, un auto-positionnement, pour ceux qui étaient déjà inscrits, on n'en parlera pas, mais on parlera de ce nouvel outil. Vous avez 2 grands chapitres. Donc, un chapitre qui est axé beaucoup plus sur la politique accessibilité, l'organisation de la politique accessibilité au sein de votre structure, avec 6 items. Un deuxième chapitre qui est beaucoup plus opérationnel, et là on rentre dans l'adaptation à chacun du parcours de formation de l'apprenant, avec 5 items. Voilà comment se préfigure l'auto-positionnement. Et on va rentrer tout à l'heure dans la plateforme, donc vous verrez de manière beaucoup plus concrète, puisque derrière, effectivement, cette première présentation en 2 chapitres et 11 items, il y a 21 questions que va vous présenter. Voilà. Je reprends. Oh, pardon. Ouais. Je reviens. Voilà. 21 questions que va vous présenter Nathalie. Oui, donc c'est un référentiel. Bon, là, on voit pas grand-chose, mais c'est pas l'objectif de le voir, c'est que vous ayez une vision d'ensemble, en fait. Donc, comme le disait Valérie, il y a 2 couleurs, donc il y a les 2 chapitres qu'on retrouve. Et sur la colonne de gauche, on retrouve les 11 items qu'elle vient de présenter, qu'elle vient d'évoquer. Et au sein même des items, quelquefois, un item égale une question. Mais pour d'autres fois, en revanche, on voit que, par exemple, sur la première item, il y a 4 questions, en fait, qui sont concernées par l'item. Donc, en fait, l'idée, ça sera de pouvoir répondre à chacune des questions. Et vous allez le voir là dans la démo, vous y répondez comment. Par exemple, si on prend la question 2, un référent handicap est-il nommé et dispose-t-il des conditions lui permettant d'exercer pleinement sa mission? Voilà, ça c'est la question 2 donc de l'item 1. Là, vous allez voir tout à l'heure dans la démo, vous devez pouvoir répondre à ces questions en disant, quelle est la situation de mon organisme au regard de cette question-là? Est-ce qu'il y a bien un référent de désigné, mais pas seulement désigné? Est-ce qu'il a été aussi également, est-ce qu'il s'était informé sur sa mission de référent et comment? Est-ce qu'il s'est formé? Bon, là, c'est la participation, par exemple, à la formation socle. Est-ce qu'il s'est professionnalisé? Là, le fait, peut-être, il y a des référents là dans le public qu'on a aujourd'hui. Donc, le fait que vous participiez là aujourd'hui, ça participe aussi de vous professionnaliser. Donc voilà, tout ce qui a été fait, vous verrez, on peut dire d'autres choses sur cette question-là, mais c'est pour vous donner un peu l'idée que vous devez parler
de la mission de référent, comment elle se matérialise au sein de votre centre de formation. Donc, on attend donc une description un petit peu des réalisations, des actions, en fait, pour chacune des questions. Et vous verrez aussi, il y a possibilité de pouvoir notifier des éléments observables, c'est-à-dire des éléments qui viendraient illustrer, par exemple, si vous dites pour le référent handicap, oui, il est désigné, et en plus, il a une fiche de mission, donc qui est définie, vous pouvez aussi mentionner en tant qu'élément observable, donc là, ça se voit concrètement, parce que vous avez la fiche de mission, et on le verra aussi, on peut même sur l'espace ressources qui vous est dédié, vous pouvez aller télécharger votre fiche de mission, qui donc sera aussi sera un élément. Alors, on ne va pas parler d'éléments de preuve, parce qu'on n'est pas complètement dans les démarches qualité, mais plutôt des éléments illustrant les actions que vous faites, en fait. Voilà, et donc pour chacune des questions, on est un peu dans cette même idée. En fait, en termes, quand on se positionne, on doit rendre compte de ce qu'on fait, l'état des lieux, et mentionner des éléments observables qui viennent illustrer justement les actions qu'on fait. Et vous verrez, il y a une autre rubrique après où on peut définir le plan d'action, c'est-à-dire si c'est sur cette question-là, par exemple, vous souhaitez, dans le cadre du plan d'action de l'année à venir, que votre référent, vous avez un plan de formation pour le référent, vous souhaitez qu'il se forme à telle et telle chose, ça pourrait être quelque chose qui sera justement constitutif du plan d'action pour l'année suivante. Par exemple, je donne cet exemple, ce n'est qu'un exemple. Voilà, donc c'est un peu l'idée qu'on retrouve un peu systématiquement pour chacune des 21 questions qui sont présentées là dans cette liste et dans ce référentiel. Je poursuis peut-être Valérie là ? Oui, oui, allez-y. Donc, vous verrez aussi, on va le voir dans la démo, ça c'est très, très important parce que, bon, questions, des fois, bon, les questions ont été posées de façon le plus explicite possible, en fait, mais pour vous aider aussi à voir qu'est-ce qui est attendu un petit peu dans les réponses aux questions par rapport à ce qu'on attend, de ce que vous pourriez montrer de vos réalisations. Vous verrez, il y a systématiquement pour chacune des questions j'allais dire un petit guide de bonnes pratiques, qui sont pas exhaustives, mais qui vous donnent un petit peu des idées de voilà comment on pourrait illustrer les actions qu'on met en place en fait. Donc ça c'est un petit peu, vous l'avez pour chacune des questions, vous aurez un petit peu des illustrations à travers ces bonnes pratiques qui sont données à titre illustratif. Vous pouvez bien évidemment ne pas vous conformer qu'à ça, mais ça vous donne un peu des idées des fois, parce que des fois les questions, on pourrait justement se questionner un peu. On est un peu dans la même idée que dans les démarches qualité, où justement on accompagne aussi des explications d'items qui sont posés dans les démarches qualité. Donc là, on est un peu dans la même idée, sauf que là, c'est juste sur le Zoom handicap, bien sûr. Et il y a aussi de la ressource ici pour vous aider. Alors pour l'instant, sur cette V1, il n'y a pas forcément, c'est pas forcément complètement abouti. Et là, vous avez de la ressource et notamment des webinaires et des ateliers qui ont été menés en 2022 qui vous donnent un petit peu des idées, voilà, sur le niveau d'exigence quelque part, parce qu'il y a quand même un niveau d'exigence au niveau de l'accessibilité qui peuvent vous aider, qui va être sur la version 2 de cette plateforme beaucoup plus alimentée. Alors pour continuer sur la démarche de progrès continu, mais on en a déjà pas mal parlé, la première étape par rapport à votre auto-positionnement, c'est bien réaliser cette première photo. Voilà, la première photo de votre accessibilité, comme le précisait Nathalie, en restant fidèle. Si vous nous dites que vous êtes 100% accessible, on ne vous croira pas. C'est pas possible. Voilà. Donc c'est rester fidèle et le plus authentique dans le cadre de cette première photo par rapport aux actions que vous avez déjà conduites, parce que vous êtes déjà dans une démarche d'accessibilité, on le sait, mais pas à 100% sur toutes les questions. Donc, réaliser ce premier état des lieux, c'est qu'est-ce que j'ai conduit. Donc, évaluer les actions que vous avez déjà conduites. L'étape 2, c'est de pouvoir démontrer aussi, répertorier tous les éléments. Le livret d'accueil qui prend en compte peut-être un chapitre sur l'accessibilité ou peut-être un livret d'accueil spécifique pour les PSH. On ne dit pas de créer du spécifique,
on parle de inclusion. Tout à l'heure, je l'ai bien précisé, on est dans l'inclusion de vos process et de votre documentation, de vos démarches administratives. Donc, c'est comment vous appréhendez l'accessibilité à travers ce que vous avez déjà mis en place. Donc, la photo de départ, on évalue et après, on répertorie les éléments qui sont observables pour démontrer que vous avez bien fait. Donc, évaluer, démontrer. La troisième étape, c'est bien entendu estimer. Estimer, ça veut dire estimer son taux d'avancement en étant le plus fidèle possible. Pareil, si vous mettez 100%, on va s'interroger. Et avec Nathalie, on va venir vous voir très rapidement. Parce que là, on va se dire, waouh, un organisme 100% accessible. On aimerait voir. Donc, évaluer, c'est poser une estimation entre 0 et 100% de votre taux de réalisation de votre accessibilité par rapport aux actions que vous avez conduites et ce que vous avez, les éléments qui sont aujourd'hui observables. Donc, évaluer, démontrer, évaluer, et ça concerne votre auto-positionnement. L'action suivante, la quatrième, c'est bien entendu progresser. Progresser, c'est définir votre plan d'action, votre plan de progrès. Donc, Nathalie a précisé tout à l'heure, on vous demande à minima 2 actions à conduire sur l'année N. Voilà, pour dire effectivement, ma priorité par rapport à cette année, c'est de progresser sur tel et tel sujet, par rapport à tel et tel item. Ça, c'est vous qui le définissez avec votre groupe projet accessibilité. Donc là, effectivement, on est dans le plan de progrès. Donc, vous avez bien vu, c'est une démarche continue de progrès. Donc, c'est un exercice que vous allez faire en cycle annuel, avec, une fois que vous aurez réalisé votre plan de progrès et évalué, vous allez passer à l'année N+1, où vous allez revoir votre positionnement et remettre les éléments observables, puisque vous allez avoir des réalisations, pour redéfinir le taux d'avancement, et qui normalement doit progresser, l'idée est là, mais il peut aussi baisser, parce que vous vous apercevez que vous aviez peut-être surestimé au départ. Donc c'est un exercice, c'est un exercice continu. Et puis revenir sur votre plan de progrès de l'année N+1, etc., N+2 et N+3 s'il faut. Oui, d'ailleurs, je fais juste une petite parenthèse, Valérie. Oui. Sur le plan de progrès, justement, quand on vous accompagne, on s'en rend compte. C'est là que je disais, le plan de progrès, il faut qu'il soit réaliste, en fait. Voilà, réaliste, réalisable et aussi mesurable. Parce que justement, vous allez avoir à le mesurer l'année suivante, en fait. Donc, il faut essayer de trouver des choses opérationnelles qui peuvent concrètement être mises en place et puis qu'on va pouvoir après évaluer facilement. Parce que je dis ça parce que des fois, on peut voir des axes des plans d'action, pas qui s'envolent un peu, mais si, qui sont un petit peu hors sol, à un niveau méta, en fait, ou trop important, en tout cas, pour un travail à réaliser. Comme on est dans le cadre d'une démarche progrès, ne vous mettez pas des obstacles d'entrée de jeu en fixant des objectifs peut-être des fois trop importants pour une année. Il vaut mieux aller au pas à pas et puis faire, plutôt que peut-être de vouloir avoir de grandes actions à mettre en place et que vous ne ferez peut-être pas, et ça perdra un petit peu de la dynamique dont parle Valérie là avec ses allers-retours d'une année sur l'autre, en fait. Voilà. Donc effectivement, ce qu'on vous propose, c'est des accompagnements tout au long de votre démarche, parce que vous pouvez avoir besoin en tant que référent handicap d'appui par rapport à votre direction, ou, voilà. Mais on pose 2 types d'accompagnement au niveau de l'auto-positionnement et au niveau de la démarche de progrès. Et Nathalie va vous présenter un petit peu les types d'accompagnement qu'on vous propose. Voilà, donc là, il y a, pour le dire un peu vite, il y a en gros 3 grands types d'accompagnement. Donc le premier, c'est un appui individuel. Donc là, on n'est plus, là aujourd'hui, on est sur du collectif, mais là, on sera sur des appuis individuels une fois que vous aurez engagé dans la démarche. Donc c'est un appui individuel là à l'auto-positionnement. Donc justement, le groupe projet pour accompagner le groupe projet à la réalisation donc de l'auto-positionnement. Alors, il y a des prérequis, enfin des conditions un petit peu pour mobiliser. Il faut déjà bien sûr que le groupe projet ait été constitué. Il faut avoir créé les espaces membres, en effet, du groupe projet sur la plateforme.
avoir signé, donc être engagé dans la charte accessibilité pour qu'on puisse vous accompagner, et avoir pré-renseigné déjà donc son autopositionnement à travers les actions conduites et les éléments observables comme on vous l'a dit. Donc voilà, ça c'est le prérequis pour pouvoir bénéficier de cet accompagnement qui, une fois que vous avez pré-renseigné, en fait, on peut vous accompagner. Alors ça prend la forme, ça peut être à distance, environ, on peut prévoir à peu près 2 heures, hein, peut-être des fois un petit peu plus. Je me rends compte que des fois ça dépend aussi la situation de l'organisme, ça dépend il y a des organismes pour lesquels ça va peut-être être un petit peu plus, ça dépend aussi du nombre d'actions, il y a plein de choses en fait qui peuvent être à prendre en compte, mais c'est à minima 2 heures. En fait, en gros, c'est ce qu'il faut compter. Et puis on retravaille par rapport à ce que vous avez fait, peut-être pour bonifier, peut-être vous aider peut-être à l'enrichir, le re-questionner, peut-être vous demander de le compléter parce que des fois ça arrive, c'est pas suffisamment précis comme vous l'avez exprimé, peut-être réfléchir à d'autres éléments observables. Voilà, donc on vous accompagne. Donc c'est l'idée vraiment, c'est quand vous avez fait un premier jet en fait de l'auto-remplissage au sein du gros projet, on se cale un temps en visio et pour travailler à partir de votre première grille renseignée. Et Donc puis ça, parfois, c'est des questions qui ne sont pas forcément bien comprises au niveau du référentiel. tout à Voilà, fait. il y a des questions, il y a des illustrations. Parfois, les questions ne sont pas forcément bien interprétées. Bon, bah ça, c'est normal, hein, il y a pas de. Mais c'est de revenir peut-être sur recontextualiser les questions et puis de revenir un petit peu sur les sujets pour mieux vous orienter, hein, et puis avoir une meilleure compréhension de niveau d'exigence. Le deuxième type d'accompagnement, là, c'est davantage au moment, donc on se dit que là, ça y est, la grille d'autopositionnement, enfin l'autopositionnement a été validé, en gros, on peut dire. Donc l'état des lieux est fait de l'année N, en fait, à l'instant T. Et donc, vous passez donc sur l'étape de définition de votre plan d'action, donc le groupe projet. Donc au sein du groupe projet, il va y avoir la codéfinition, en effet, des actions à mettre en place pour l'année suivante. Et donc 2 actions minimum, hein, comme on le disait. Et donc là aussi, on vous propose un appui conseil, en effet, qui peut vous être proposé pour vous accompagner, et justement, un peu comme je le disais tout à l'heure, vous accompagner à calibrer aussi un petit peu votre plan d'action, en fait, ou alors à le hiérarchiser aussi, à peut-être voir certaines choses que vous pourriez faire tout de suite, d'autres que vous pourriez peut-être prévoir pour l'année N+2 plutôt. Voilà, donc ça, c'est ce genre d'appui qu'on peut vous proposer, plutôt des appuis sur site, là, dans lesquels on viendrait vous rencontrer, donc ça peut être en distanciel, mais je pense que là, ça vaut le coup à la fois de revenir un petit peu finaliser l'autopositionnement et puis vraiment voir avec vous comment opérationnellement vous allez pouvoir mettre en œuvre votre plan d'action, en fait. Voilà, donc là, plutôt des temps sur site où on vient vous rencontrer. Le groupe projet. Voilà, et un troisième type, alors c'est pas vraiment un accompagnement, mais c'est un petit peu plus collectif. En fait, bon, Valérie vous en parlait tout à l'heure quand elle présentait l'offre de service RHF. Elle vous parlait de ces ateliers, en fait, et il y a des ateliers qui sont dédiés justement pour vous accompagner aussi à vous approprier un petit peu l'outil donc d'autopositionnement. Et donc, on travaille plus particulièrement sur l'accessibilité au niveau pédagogique. Enfin, en ce moment, les ateliers qui sont organisés sur le premier semestre, là, en tout cas, sont plutôt centrés sur l'accessibilité pédagogique, aussi bien en termes d'ingénierie de formation que d'ingénierie pédagogique. Et c'est pour vous faire réfléchir là en collectif. Et ça produit ses effets, parce que de vous faire travailler, comme le disait Valérie, c'est vraiment des ateliers pratiques, d'échange de pratiques. Donc là, on est en petits groupes, on refait des sous-groupes. Et entre vous, vous réfléchissez un petit peu à des actions que certains d'entre vous font déjà, en fait, et peuvent mettre en avant en termes d'accessibilité pédagogique. Et ça vient nourrir les autres, justement, qui peuvent peut-être ne le font pas, mais pourront le prévoir dans le cadre de plans d'action à venir, en fait. Voilà, donc ça, c'est des ateliers qui vous sont proposés. Donc, comme le disait Valérie, il y en a certains qui sont proposés sur le premier semestre. Il y a des dates encore sur lesquelles il y a des places disponibles encore, particulièrement celle du mois de juin, donc le 8 juin et le 16 juin. Donc, on vous donnera pour, en effet, savoir là, voilà, comment vous pouvez vous inscrire en fait à ces ateliers. Le 11 mai, je crois qu'il ne reste que 2 places, hein, mais sur les 2 autres dates, il reste quand même des places.
Voilà, et c'est prévu, et ils sont réalisés en distanciel. Donc, ces ateliers. Ils sont réservés aux référents handicap. Ah oui, j'ai oublié de le dire. C'est écrit juste au-dessus, mais j'ai oublié de le dire et pourtant j'y tiens. Référents handicap, référents qui ont suivi la formation ou pas en fait, hein, peu importe. Mais référent handicap, pourquoi? La logique, c'est, on a bien dit que c'est le référent handicap qui pilote au sein du groupe projet. Donc là, on a plutôt dédié pour outiller le référent handicap en fait, pour l'aider un petit peu plus et le professionnaliser sur ça. Donc ces ateliers sont plutôt à destination du référent handicap formation. En effet. Merci Valérie. Alors oui, vous êtes en train de le repréciser. Bon, je vais reprendre les questions pour bien clarifier ce qui est accessible aux organismes de formation une personne, Oui. aux formateurs indépendants, et ceux s'ils ont signé la charte ou non. Voilà. Qu'est-ce qui est accessible? L'AG, peut-on bénéficier de votre accompagnement si on n'a pas créé de groupe projet pour les 3 ans? Ou est-ce conditionné? Est-ce que ma question est claire? Non. Non. Pas. Alors, la question du chat. La question du chat, reformulez peut-être Virginie. Oui. Étant organisme de formation une personne, peut-on bénéficier de l'accompagnement, de votre accompagnement, si on n'a pas créé de groupe projet pour les 3 ans? L'idée, le groupe projet, si vous êtes micro-entreprise, le groupe projet, c'est vous-même. À moins que vous travailliez avec des pairs ou à moins que vous ayez de la sous-traitance. Tout dépend de la configuration de votre organisme. Mais l'idée, c'est d'avoir déjà fait votre inscription sur la plateforme, d'avoir aussi engagé votre autopositionnement et d'avoir finalisé au moins les 2 aspects, hein, votre état des lieux, votre photo de départ. Même si vous n'avez pas fait vous n'avez pas mis votre taux d'avancement, parce que ça, on peut le faire ensemble si vous le souhaitez, mais au moins répondu aux 2 premiers éléments de l'autopositionnement. Le sur l'ensemble des systèmes. Organisme de formation court aussi pour vous m'entendez là? Formateur indépendant. C'est moi qui ai posé la question, mais je crois que vous n'avez pas bien compris. Moi, je suis donc tout seul en tant qu'organisme de formation comme beaucoup. Ce que vous avez présenté est certes très intéressant, je pense. Intéressant, mais moi, c'est... Mais vous, monsieur, votre groupe projet, il est défini d'entrée de jeu, parce que c'est vous, en fait. Vous avez les 3 casquettes. Alors, on ne vous entend pas. Est-ce que vous pouvez non, on vous entend plus, là. votre question par le chat? Je ne peux pas envisager de passer autant de temps à faire la charte. Vous m'entendez ou pas? On vous entend par intermittence. Vous n'entendez pas? Assez coupé. Non, on vous entend pas bien. Vous aviez dit, je vais passer autant de temps. Mais le temps, en fait, là, on vous dit bien que vous allez vous saisir de la démarche à votre échelle, en fait. Donc, on peut comprendre, en effet, vous êtes un organisme en indépendant. Là, on ne vous met, il n'y a pas de pression en tant que telle. Il faut que vous vous engagez quand même dans les démarches et que vous avanciez, en effet. Mais vous commencez à remplir votre grille d'autopositionnement. Par exemple, vous vous dites sur le premier chapitre, voilà, moi j'ai commencé ça, en fait. Voilà où j'en suis sur les premiers items. Et vous le faites chemin faisant. Vous voyez? Donc ça, c'est le rythme, c'est vous qui le donnez quand même. C'est vraiment une photo de départ. C'est là où vous en êtes. Hein. On ne vous demande pas d'être accessible demain. Ah non, non. Peut-être après-demain, mais pas demain. Mais l'idée, c'est de progresser dans votre accessibilité. On n'est pas là pour vous dire comment... Enfin, voilà. L'exigence, elle est posée à travers l'outil. Mais vous pouvez progresser à votre rythme. D'accord? On vous donne la possibilité, en gros, pour le dire un peu, on vous donne la possibilité de s'engager dans le cadre de cette charte pour justement bénéficier d'un accompagnement, pour vous aider au long cours, en fait, à développer votre accessibilité. En gros, c'est ça, en fait. Hein. Ce n'est pas une obligation de plus. C'est justement un appui que vous propose, alors je dis vous, mais c'est plutôt l'AGFIP, en fait, hein, donc au plan national et en particulier l'AGFIP Occitanie, qui vous propose de vous engager dans le cadre de cette charte avec les partenaires et de pouvoir après être accompagné pour développer cette accessibilité dans votre organisme. Mais vous le mettez à votre temporalité, bien sûr. Alors, je corrige juste, ce n'est pas l'AGFIP, c'est la ressource handicap formation, parce que je répète, la ressource handicap formation est copilotée. Donc, la charte que vous signez, vous la signez avec les copilotes. Pardon. Et la plateforme, c'est les copilotes. Vous allez le voir. Hein.
Voilà. Ce que je vous propose, c'est rentrer concrètement et vous proposer maintenant une petite démo de la plateforme pour que vous voyez concrètement ce qui vous attend et la surprise que vous allez avoir. En attendant, pour finir juste sur ce support de présentation, je vous ai mis en fin de ce support les coordonnées de Nathalie et les miennes. Comme ça, si vous avez besoin d'informations ou d'échanger, il n'y a pas de problème, on est à votre disposition. Alors, on pourra prendre toutes vos questions sur le chat à la fin. Là, le temps que vous mettiez en place la démonstration, on a une question concrète sur justement l'utilisation de la plateforme. Pour bien comprendre, quel est l'intérêt d'un espace membre individuel alors que c'est un groupe de travail? Un espace membre individuel alors que c'est un groupe de travail. C'est une question qui est arrivée quand vous avez commencé à présenter la plateforme, indiquant qu'il y avait un accès individuel pour chacun des membres. Non, alors, vous allez voir, je vais répondre à votre question. Voilà. Je vais répondre à votre question puisque vous allez voir que c'est un espace partagé, mais une entrée individuelle de chaque membre, mais qui partage un même espace. C'est ça qui est important, d'accord? Et l'espace de l'organisme. Juste là, est-ce que vous voyez la plateforme? Non, Valérie, non. Donc je vais arrêter le partage et je vais recommencer un partage. Partager le contenu. Oui, pour repartager le contenu. Soit l'écran, soit le contenu. Je reviens sur WebEx. Excusez-moi, petite manip. Alors, je profite d'une petite le temps des manipulations pour voilà, vous indiquer pour la formation référent handicap, vous avez les ressources sur le site du Carrefour F Occitanie référent handicap que j'ai cité à plusieurs reprises. Vous avez le formulaire à remplir pour prendre contact avec l'inscription RHF et avoir connaissance des différentes dates. Donc ça, c'est pour la formation sur 2 jours financée par la GFIP. Le formulaire disponible en ligne avec l'adresse mail pour envoyer ce formulaire rempli. Voilà, c'est bon. On voit la plateforme, on voit la première image. Allez, il nous reste une petite demi-heure ensemble. Donc, voilà la plateforme. Alors, on est entré sur la plateforme RHF. Comme je vous le disais, vous avez une première page de présentation. Là, vous avez, si vous cliquez, je ne vais pas le faire parce que sinon on va perdre. Vous avez une vidéo de présentation de la ressource handicap formation. Je vous le laisse puisqu'elle est accessible. L'espace membre est sécurisé, mais vous avez accès à la plateforme si vous utilisez l'URL. Donc, la première page de présentation présente la démarche d'accessibilité. La démarche régionale, puisque comme je l'ai précisé, c'est une plateforme nationale, donc il y a des éléments qui sont de la RHF, de la coordination nationale, mais vous avez aussi des templates qui précisent les actions spécifiques de la région Occitanie. Voilà, avec notamment, puisqu'on a une spécificité au niveau d'Occitanie, c'est vous avez un lien direct pour la connaissance de Certif Région, par exemple. Mais vous avez des précisions sur la démarche d'accessibilité que je vous ai déjà présentée, mais qui est présentée là. Avec nos partenaires, vous les voyez tous ici. Et si vous descendez en bas de page, vous avez en direct le nombre d'organismes qui se sont inscrits. Donc, il y en a 2 qui sont inscrits aujourd'hui, puisque j'étais à 225 tout à l'heure. Des nombres d'organismes qui se sont inscrits sur la plateforme et le nombre d'espaces membres qui ont été créés. Alors, il y a un différentiel, puisque les organismes s'engagent, donc n'ont pas encore peut-être créé leur espace membre, ou les groupes projets n'ont pas forcément créé leur espace membre, c'est d'où le décalage. On est en période de prise en main par les organismes, donc ce qui justifie effectivement le décalage. Vous avez sur la plateforme, si je remonte, une présentation, si vous cliquez sur l'onglet « La ressource handicap », formation, une présentation de la ressource handicap avec les précisions sur la région. Je passe vite parce que ça, vous pourrez le regarder de manière individuelle. Le public à qui s'adresse la ressource handicap formation et puis un flyer de présentation avec les données et les coordonnées de la ressource handicap Occitanie en fin de page, puisque c'est un optique. Vous avez aussi la présentation de la démarche de progrès. On ne va pas revenir puisqu'on vous l'a présenté en détail avec Nathalie. Donc, comme il a été précisé, autodéclarer son organisme sur la plateforme, ouvrir son espace membre. Donc là, vous avez des liens directs.
Vous avez la charte d'engagement que vous pouvez télécharger puisque c'est un PDF, un formulaire PDF, donc qui vous présente le pourquoi, à quoi, comment, avec quel soutien. Voilà. Et puis la partie d'engagement où vous pouvez rentrer et renseigner les différents encadrés. Si vous êtes un organisme monosite, vous allez remplir cette première partie avec les membres du groupe projet. Si vous êtes un organisme multisite, vous avez la possibilité, là, premier site, il y a 4 sites au total, d'accord, où vous pouvez décliner ici les groupes projets, hein, la dénomination des groupes projets, par site, puisque vous avez la possibilité de rentrer le nom du site et son adresse. Donc voilà, si vous avez cette charte prend en compte 4 sites. Et effectivement, s'il est rattaché à votre numéro ciré au-delà de 4 sites, vous nous contactez, on vous fait une charte personnalisée. L'idée, c'est de pouvoir s'adapter au mieux à la taille de votre organisme et à votre organisation. Et il y a un encadré pour les multisites ou même pas, parce que moi il y a des organismes monosites qui ont expliqué effectivement la manière dont ils souhaitaient déployer la démarche accessibilité au sein de leur structure. Donc c'est un encadré où vous pouvez effectivement que vous pouvez renseigner à votre guise. Donc c'est une charte où vous avez une signature électronique. Hein, et que vous pouvez ensuite, à partir du moment où vous l'avez renseigné et que vous avez surtout, ce qui est important, c'est pas de la signer, hein, alors bien sûr c'est de la signer, mais c'est d'avoir renseigné votre groupe projet accessibilité pour les monosites et les multisites. Donc il y a 2 endroits où vous pouvez télécharger cette charte. Vous allez voir dans l'espace membre, vous avez aussi la possibilité de la télécharger. Donc on va pas reprendre les étapes, hein, puisque là, c'est organiser la démarche. Là, c'est faire votre premier état des lieux, votre auto-positionnement, votre démarche de progrès. Et après, c'est l'évaluation et la communication auprès des publics et des partenaires. Voilà. Donc, vous avez des précisions aussi sur la manière dont on vous accompagne hein, sur le territoire d'Occitanie. Je crois qu'il est important de comprendre aussi, puisque pour les organismes qui sont interrégionaux, ou les organismes qui sont sur le territoire national. L'entrée de votre ciré, c'est-à-dire votre siège social, l'entrée, c'est la région où est implanté votre siège social. J'avais la question ce matin, donc je le reprécise. Vous allez sur la plateforme, puisque la plateforme a été déployée sur l'ensemble des régions, sauf 2, mais en tous les cas, la démarche est déployée. Donc, il y a des plateformes de ce même type, qui ont la même coloration, sauf sur la partie, information régionale. Donc, vous rentrez sur la région où vous avez votre siège social. C'est plus simple. D'accord ? Et vous déploierez la démarche via votre siège social. Donc, le numéro ciré est important puisque moi qui suis administratrice de la plateforme, j'ai des organismes qui se sont inscrits que j'ai dû rejeter puisque voilà, leur implantation n'était pas sur le territoire d'Occitanie. Cette plateforme est réservée aux organismes qui sont implantés et qui ont leur siège social en Occitanie. C'est important ça. Donc voilà la démarche de progrès. Vous avez aussi un espace pour nous contacter. Donc, vous avez mes coordonnées, le courriel générique de la ressource handicap formation. Comme je l'ai précisé, hein, la ressource handicap formation est localisée sur le site de Toulouse. Donc, vous avez notre adresse si vous voulez venir nous voir. Et vous avez la localisation. Et puis, si vous avez besoin de renseignements ou si vous avez des difficultés sur la plateforme, vous pouvez nous envoyer effectivement un message directement par rapport avec ce formulaire. Et on vous répondra dans les 48 heures. Passons à l'espace membre, parce que c'est ça qui va vous intéresser, hein, l'espace membre. Donc, créer son espace membre. Il faut d'abord, avant de créer son espace membre, donc vous cliquez ici, avant de créer son espace membre, il faut d'abord auto-déclarer son organisme. Puisque vous allez le voir ici, si vous n'avez pas auto-déclaré votre organisme, vous n'apparaissez pas ici. Donc, vous ne pouvez pas créer votre espace membre.
ou alors sur un autre organisme, mais je ne vois pas l'intérêt. Hein. Donc, c'est d'abord autodéclarer votre organisme. Donc, c'est des informations qui sont assez basiques. Hein. On vous demande de votre raison sociale, votre sigle ou acronyme, votre numéro ciré. Alors, faites attention parce que je vérifie les numéros cirés. Hein. Donc, si votre numéro ciré n'est pas bon, de toute manière, on rentrera en contact avec vous. Votre adresse, votre code postal, la ville, le téléphone principal donc de votre siège, votre email principal si vous avez un mail contact ou votre mail si vous êtes auto-entrepreneur. Savoir si vous êtes un CFA ou un organisme de formation et si vous avez un site internet. Parce que par moment, il y a des numéros cirés. Moi, j'ai besoin de vérifier que vous faites de la formation, hein, grosso modo. Donc, j'ai besoin effectivement de l'adresse de votre site, de l'URL de votre site. Et là, vous déclarez votre structure. Une fois que vous avez fait cet exercice, vous créez votre espace membre avec votre nom, votre prénom. Donc d'abord, effectivement, peut-être le référent handicap ou la direction. Des fois, c'est la direction hein, qui commence à s'auto-déclarer sur l'espace, qui crée son espace membre. Donc nom, prénom, le mail, le téléphone, hein, vous mettez votre mot de passe, vous confirmez, et là, vous allez chercher votre organisme. D'accord ? Et il y a un ascenseur, parce qu'il y a une personne qui m'a appelé me dire « Mais je ne me trouve pas ». Vous avez un ascenseur pour aller chercher, puisque c'est par ordre alphabétique, pour aller chercher le nom de votre organisme. Ensuite, vous allez cocher, suivant la situation et suivant votre volonté, les 3 cases. Si vous êtes référent handicap, si vous souhaitez que votre numéro de téléphone soit communiqué aux membres du réseau, vous allez le voir après. Et si vous acceptez de faire partie de la base de données de la ressource handicap formation. Donc, à vous de voir, en fonction de votre situation, les coches que vous allez renseigner. Et vous allez enregistrer surtout, hein, parce que ça, c'est important. Et à ce moment-là, vous êtes visible et je vous autoriserai, puisque c'est moi qui réalise l'entrée sur les espaces membres, c'est à ce moment-là que je vérifierai votre organisme et je vous ferai entrer sur la communauté, puisqu'aujourd'hui, on a une communauté de 124 espaces membres. Voilà. Donc, pour se connecter, puisque moi, j'ai un espace membre de démo, hein, je vais rentrer directement. Vous voyez comment on fait. Hein. Donc, voilà comment se présente l'espace membre. Donc là, c'est l'espace membre de la ressource handicap formation d'Occitanie. Vous avez un tableau de bord qui vous permet d'avoir une lisibilité sur les 2 chapitres. Donc moi, j'ai commencé mon auto-positionnement le 6 avril et j'en ai fait un autre le 24 avril. Voilà, pour avoir un espace de démonstration qui vous permette de voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc, j'ai eu que 2. Ça veut dire que l'idée par rapport à ce graphique, c'est que vous soyez en évolution constante jusqu'à obtenir vos 100% d'accessibilité. Donc, c'est le niveau d'avancement de votre accessibilité qui est jaugé ici. Donc, là, sur mon auto-positionnement, l'auto-positionnement de la ressource handicap formation que nous avons fait avec Nathalie, on est sur le premier chapitre à 28%. Mais par contre, on a un taux de remplissage de 100%. Vous le verrez après. Pareil pour le chapitre 2. Nous avons un taux d'avancement de 20%. Vous voyez qu'on n'est pas dans l'obligation d'être à 100%, donc d'avoir rempli à 100%, oui, hein, le taux de remplissage à 100%, mais un taux d'avancement dans l'accessibilité qui peut être effectivement pas à ce niveau-là, mais au niveau où vous en êtes aujourd'hui. C'est ça l'intérêt. Sur mes informations, donc là, vous avez le profil, le profil de la personne, donc de l'espace membre. Vous pouvez donc, on retrouve les informations que vous avez saisies. Pareil sur la structure. On retrouve les informations que vous avez saisies. Vous avez les possibilités de mettre votre logo. Et c'est important de mettre votre logo parce que derrière, il y a un annuaire des membres de la communauté. Voilà. Donc, on retrouve les chiffres, le nombre de centres de formation autodéclarés
et le nombre d'espaces membres qui a été créé. Et vous le voyez ici, les logos sont importants parce qu'effectivement, on vous retrouve ici dans l'annuaire. Et suivant ce que vous avez cliqué dans votre espace membre, on vous retrouve votre numéro SIRET, votre adresse, et si vous l'avez souhaité, votre numéro de téléphone. Parce que vous êtes un membre de la communauté RHF. Donc ça, pour tous les organismes qui se sont inscrits, donc les 127 organismes. Donc aujourd'hui, on a un annuaire de 127 membres. Voilà pour les informations. Tout à l'heure, alors moi, je n'ai pas encore créé mon groupe projet accessibilité, mais sur la charte, vous allez le voir, j'ai un groupe projet accessibilité. Là, ça permet d'avoir la lisibilité des espaces membres qui sont rattachés à votre organisme. Pour l'instant, il n'y a que le mien, que je m'appelle Assistance, c'est pas très joli, hein, RHF Assistance, mais voilà, moi j'ai créé mon espace membre, les membres de mon groupe projet ne l'ont pas encore créé, mais ils vont le créer bientôt. Puisque vous allez voir sur mon engagement, donc là voilà, hein, sur les informations principales, sur mon engagement, moi j'ai signé, la charte est signée pour la ressource handicap formation, la voici, donc on va descendre, hein, on va pas, voilà. Donc voilà la charte de la ressource handicap formation, qui a été signée donc le 5 avril. On retrouve mon groupe projet accessibilité avec Nathalie et Valérie Bézanger, qui est ma collègue, voilà, qui n'ont pas encore créé leur espace membre, mais qui, voilà, où j'ai mon groupe projet déjà décliné. J'aurais pu aller plus loin, hein, et puis inscrire le site de Montpellier sur ma charte, mais bon, je ne suis pas allée jusque-là. Voilà le spécimen, hein, donc vous renseignez et déposez en tous les cas. Donc moi, je me suis engagée, mais je peux aussi me désengager. Si vous vous engagez, la charte sera automatiquement supprimée. Et vous avez la possibilité, dans cet espace de mon engagement, de télécharger ici la charte, donc le modèle de charte que je vous ai présenté tout à l'heure. La démarche de progrès. On retrouve les éléments que je vous ai proposés tout à l'heure, hein, que je vous ai présentés tout à l'heure, avec les deux chapitres, les 6 items du premier chapitre et les 5 items du deuxième chapitre. Et pour rentrer dans les questions, il faut rentrer dans chaque item. Alors, vous voyez, hein, c'est 100% renseigné puisque j'ai renseigné mon auto-positionnement sur l'ensemble des questions. Alors, on va rentrer sur celle-ci. Un référent handicap est-il nommé? C'est la question que prenait tout à l'heure Nathalie. Et dispose-t-il des conditions lui permettant d'exercer pleinement sa mission? En tant que ressource handicap formation, moi, en termes d'action conduite, nous avons une fiche de mission du référent handicap qui a été actualisée au mois d'août 2022 et qui précise les 7 missions. En éléments observables, moi, j'ai déposé la fiche mission, la fiche de mission du référent handicap qui est en format PDF et que j'ai déposée dans mon espace ressources. Ici, puisque vous avez la possibilité dans les éléments observables, alors d'illustration pour ne pas parler de preuves, hein, dans les illustrations que vous allez donner dans le cadre de votre auto-positionnement, vous avez la possibilité de déposer vos ressources. Donc, sur mon organisation, effectivement, ici, je retrouve la fiche de mission du référent handicap avec un descriptif des 7 missions du référent handicap au sein de l'organisme de formation. Et si on clique dessus, voici la fiche de mission. Voilà. Donc, c'est la fiche de mission qui est transmise aux référents handicap formation qui ont suivi la formation avec les 7 missions. Donc moi, en tant que ressource handicap formation, hein, parce qu'il faut regarder à l'échelle, je ne suis pas un organisme de formation, la ressource handicap de formation n'est pas un organisme de formation. Par contre, on a quand même fait l'exercice. Vous avez, alors si je reviens sur l'auto-positionnement, sur les questions qui sont posées, donc si je rentre dans le premier item, si on va sur un autre item, par exemple, sur l'organisation, donc si je reviens par
sur la deuxième question du premier item, moi j'ai estimé, en fonction des actions conduites et des éléments observables, que j'avais un niveau d'accessibilité à 30%. Voilà, parce qu'il faudrait préciser dans la fiche de poste de la personne, etc., etc. Je pense que vous avez un peu plus d'éléments. En tous les cas, moi j'ai estimé que j'étais à 30%. Si on prend une autre question, je vais fermer celle-ci pour illustrer un petit peu les propos de l'auto-positionnement. Je vais aller peut-être sur sur un autre item pour changer un petit peu. Si je vais sur la communication externe. Voilà. Sur la communication externe et sur la question communiquez-vous auprès des publics sur la politique accessibilité et votre démarche d'accueil et d'accompagnement. En tant que ressources handicap formation, nous avons élaboré un kit de communication à disposition des organismes, un kit minimum d'accessibilité, donc que j'ai mis aussi dans ma ressource. Il y a la liste des contacts RHF au sein des régions, la lettre d'actu aussi, notamment un dossier spécial sur l'actu RHF, sur l'accessibilité, que j'ai mis effectivement dans mes outils de communication. Donc, je prends communication et on retrouve ici le flyer, la fiche voilà, la liste des contacts. Alors, celle-là, vous la connaissez tous, hein. Elle est disponible sur le site de la GFIP. Donc, c'est tous les contacts en région des RHF, par exemple. Vous avez aussi donc l'actu RHF, le numéro 11, qui était un dossier spécifique sur l'accessibilité que vous pouvez retrouver ici. Par exemple, vous retrouvez les petits schémas que je vous ai présentés tout à l'heure avec Nathalie. Voilà. Vous avez la possibilité aussi j'ai déposé aussi le numéro spécial qui avait été réalisé sur la méthode Falk. J'ai mis tous les documents utiles sur l'accessibilité, puisque tous ces documents, je les ai mis en partage au niveau de la communauté. Donc, si vous vous inscrivez sur la plateforme, vous aurez accès à toute cette documentation. Donc, la démarche de progrès, vous l'avez vu, hein, c'est simple. Là, sur la mobilisation des collaborateurs, par exemple, si on va sur cet item-là, vous avez les bonnes pratiques, vous avez des ressources, vous avez à renseigner les actions conduites, vous avez à mettre les éléments observables, à évaluer votre niveau d'avancement et vous avez à renseigner pas toutes les actions à conduire pour progresser, mais au moins celles de l'année N. Et à partir du moment où vous aurez réalisé cette année, hop, vous reviendrez sur votre auto-positionnement et vous pourrez effectivement améliorer les actions de conduite, les éléments observables et peut-être revoir votre niveau d'avancement. Voilà un petit peu comment, et chaque question est formatée de la même manière. Donc, il y a les actions, l'état des lieux, c'est les actions conduites, les éléments observables et le niveau d'avancement. Et ensuite, le plan d'action se situe sur la même fiche, sur la même question, dans une cellule particulière. Donc, vous voyez, c'est pas... Alors, pour répondre à la question, c'est du temps, bien entendu, pour faire cet exercice. Et vous avez à chaque fois rattaché des bonnes pratiques. Donc, le niveau un petit peu d'exigence qu'on situe sur le niveau d'accessibilité, qui vous permet de jauger le curseur. C'est-à-dire que les 40%, ils sont justifiés aussi par rapport à votre photo. Et la photo par question que vous faites de là où vous en êtes. C'est pour ça qu'on vous disait tout à l'heure avec Nathalie qu'il faut être le plus fidèle possible pour être en phase avec ce qu'on vous propose. Pour finir, parce que je vois le temps qui avance, oui. Vous avez la possibilité, à partir du moment où vous avez clôturé, je reviens sur vous avez clôturé votre auto-positionnement, donc qui nécessite que vous ayez déposé votre charte sur la plateforme, vous avez la possibilité d'éditer 2 documents, une attestation de suivi, une fois que vous avez clôturé votre auto-positionnement, qui vous permet par
chapitré par item, de voir la date de réalisation de votre auto-positionnement et votre niveau d'avancement. Donc, vous voyez, par moment, moi, je suis à 0 parce que j'ai pas, notamment sur l'accessibilité du bâti, j'avais pas le registre donc d'accessibilité de la délégation, donc je pouvais pas le mettre, donc j'étais à 0. Et vous avez un deuxième document qui vous permet un dossier de synthèse qui vous permet d'avoir en visu l'intégralité de tout ce que vous avez saisi sur votre auto-positionnement. Tous les éléments, donc vous avez vu, hein, les actions conduites, les éléments observables, votre plan d'action et votre niveau, votre évaluation de votre niveau d'avancement. Pour toutes les questions. Je crois vraiment que ce document permet de répondre presque à la dernière question qu'on a eue. Voilà, exactement. Ça fait partie des éléments qui... Enfin, cette question va permettre de reformuler encore une fois l'imbrication entre la charte et la plateforme RHF. La question est, si on signe la charte d'engagement, il faut obligatoirement créer son propre groupe projet sur la plateforme? Oui, c'est à vous de le faire. C'est vraiment une imbrication qui permet ensuite d'avoir voilà, les éléments présentés, d'avoir des ressources, de pouvoir avancer et suivre l'avancée. C'est-à-dire que votre charte, vous pouvez la déposer à partir du moment où vous avez un espace. Hein. Si vous n'avez pas créé un espace membre, vous ne pouvez pas déposer votre charte. Voilà, c'est un cercle. Voilà. Donc la plateforme, il y a des espaces, notamment l'accueil, la ressource handicap formation, la démarche de progrès et le formulaire de contact, qui est accessible à tous. Là, il faut entrer dans la démarche, c'est-à-dire auto-déclarer votre structure et puis créer votre espace membre. Et créer un espace membre par membre que vous allez retrouver puisque tout le monde sera sur le même espace de votre organisme. D'accord ? Super. Ben là, on a une bonne démonstration en ligne directement. Il y a déjà des merci dans le chat. On arrive à la fin de ce temps ensemble, des 2 heures. On a pu avancer au fur et à mesure. On a pris majoritairement les questions. Dans tous les cas, pour les cas particuliers, vous avez en ligne sur le support les contacts directs de nos 2 intervenantes, que ce soit Nathalie ou Valérie. Vous avez même le numéro de Valérie pour la contacter directement. On avait une remarque sur la mutualisation des moyens pour la compensation avec un cas particulier où un organisme de formation avait un logiciel. Voilà, c'est un sujet peut-être un petit peu large pour le prendre en toute fin de visioconférence, mais merci beaucoup à tous les participants pour leurs questions et aussi les cas individuels spécifiques qui pourront être revus encore et toujours avec la RHF. Je vous laisse encore 1 minute pour conclure et on fermera cette animation pour cet après-midi. Bon, moi, j'ai envie de vous dire, vous avez je pense que c'était beaucoup d'informations. Si vous avez besoin d'avoir des éclairages ou si vous avez des questions tout simplement, n'hésitez pas à nous contacter parce que c'est comme ça qu'on va rentrer dans une démarche plus individuelle, puisque là, on était vraiment sur une démarche un peu méta. N'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse répondre à vos questions, que ce soit Nathalie ou que ce soit moi. Voilà, j'ai envie de vous dire ça. Et puis, bienvenue sur la plateforme demain. Merci Valérie. Nathalie, un petit mot? Oui, un mot. Moi, j'espère que vous avez bien compris. L'idée, la philosophie, quand même, c'est que c'est un outil qui est mis à votre disposition, en fait, avant tout, pour que vous puissiez capitaliser aussi tout ce que vous faites. Donc, à travers, bien sûr, l'accessibilité, là, par rapport aux personnes en situation de handicap. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, saisissez-vous, en fait, de cet outil pour vous. Nous, on est là pour vous venir en appui, en fait. Voilà, on n'est pas dans un système de contrôle, du tout. Ouais, une belle opportunité de méthode et de suivi, en fait. Et puis, de contact avec des personnes ressources et des possibilités d'accompagnement. Merci beaucoup à toutes les deux pour ce temps passé, pour les réponses aux questions, pour cette vidéo très intéressante. Oui. Si Madame Minassian veut poursuivre, parce qu'on le lui a proposé, je ne sais pas, je le Oui, j'ai demandé son mail en chat, elle ne m'a pas répondu, mais je pense qu'elle vous contactera directement. Oui. J'ai remis les coordonnées, enfin vos adresses mail et numéros de téléphone de Valérie Delbray dans le chat et vous aurez le support. On vous envoie un mail avec le support de la GFIP et puis le lien vers le questionnaire de satisfaction. Je vous remercie de remplir.
que nous aussi, on puisse rester aussi dans cette démarche d'amélioration continue. Merci aux participants, merci aux intervenantes. Bonne fin de journée et à bientôt pour une autre animation. Merci à vous. Au revoir à tous. Au revoir.